On décrète qu'il était coupable, absolument coupable, et la foule s'empare de lui, le torture pendant plusieurs heures, se filme en train de le torturer, on lui fait boire de l'essence, on le frappe, on le tabasse à coups de pelle, il meurt après un supplice qui dure plusieurs heures. Ensuite, on voit des gens qui appellent à décapiter sa dépouille. Ensuite, on met le feu à sa dépouille. Et là où ça prend une tournure profondément idéologique, c'est que à côté de son cadavre fumant, donc quand il a été mis à mort, il a été tué, on n'a pas dessus, pas par respect pour cacher le cadavre, mais à côté, donc un caractère revendicatif, on a mis le drapeau berbère. Bienvenue Hafsa Kara Mustafa. Merci beaucoup de nous rejoindre dans ce podcast pour parler de votre dernier ouvrage, Le soldat, le rabbin et le Maghreb arabe. Un ouvrage qui suit votre ouvrage précédent qui s'appelait Berbère de Sion, hein, que j'avais beaucoup apprécié déjà à l'époque. On pourra en parler un petit peu aussi. Et je rappelle juste que ces deux ouvrages sortent chez l'éditeur K Édition. Hein, alors j'ai les deux ouvrages ici, hein, voilà. Donc ça c'est le dernier. Il est en arrière-plan. Et vous avez aussi donc le précédent, c'est Berbère de Sion, hein, un excellent ouvrage également. Voilà, donc c'est des ouvrages qui parlent pas mal de colonisation et puis d'idéologies liées à la colonisation, des idéologies qui ont été, comment dire, qui ont été créées par le colonisateur voilà, pour semer la zizanie. En tout cas, on en parlera plus en détail. Voilà, donc bienvenue à vous, Hafsa. Et donc voilà, donc vous revenez dans votre dernier ouvrage, Le soldat, le rabbin et le Maghreb arabe, sur les origines de ce qu'on appelle le berbérisme. Hein, vous allez nous expliquer ce que c'est comme idéologie. Alors moi, je la connais très bien parce que j'ai grandi dans un milieu qui est un peu berbériste. Donc je connais intimement, malheureusement, cette idéologie-là extrêmement toxique. Et je peux témoigner que tout ce que vous dites dans votre ouvrage, déjà dans Berbère de Sion, c'était tout à fait juste. Et puis aussi ce que vous abordez dans votre dernier ouvrage également. Voilà, comment dire, en tant que personne qui a expérimenté, enfin qui a observé, hein, qui a observé cette idéologie de première main, je confirme qu'elle existe bien et que vous l'avez bien détaillé, vous l'avez bien précisé dans vos deux ouvrages. Hein. Donc vous revenez dans votre dernier ouvrage sur les origines du berbérisme, qui est donc une idéologie produite par la France pour diviser d'abord les Algériens et puis éventuellement d'autres pays d'Afrique du Nord, et puis peut-être même ailleurs, hein, en dehors de l'Afrique du Nord. Et vous dressez des parallèles avec une autre idéologie, le sionisme, elle aussi produite par l'Occident, hein, comme tout le monde le sait, en tout cas les personnes qui regardent ce podcast le savent parce que c'est un sujet qu'on a abordé à maintes reprises. Et donc ce sionisme qui a aussi des visées de division, de réécriture de l'histoire, hein, comme le berbérisme, et de domination
dont les effets se ressentent fortement aujourd'hui. Alors malheureusement, bien sûr, c'est les Palestiniens aujourd'hui qui ont payé le plus grand prix hein, pour le sionisme, mais pour le berbérisme, vous nous direz éventuellement, les effets d'aujourd'hui, enfin les effets du berbérisme aujourd'hui en Algérie et ailleurs, euh, parce que oui, voilà, c'est malheureusement quelque chose qui, malgré le départ du colonisateur, c'est des effets qui restent bel et bien. Mais pour commencer, donc dans votre dernier ouvrage, vous retracez en fait les origines du berbérisme. Vous vous êtes intéressé à deux caractères de la fin du 19e siècle, donc après l'invasion de l'Algérie par la France, mais avant la domination de la France, du Maroc par la France, qui est intervenue un petit peu après. Donc, vous vous intéressez à des caractères qui sont d'un côté un aristocrate, soldat, explorateur, hein, aristocrate slash soldat slash explorateur, et puis un rabbin. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux caractères brièvement avant qu'on rentre un peu plus dans le détail? Donc voilà, ces deux caractères, leur parcours et puis leur motivation. Eh bien, le personnage principal du soldat, c'est Charles Foucault, en fait, qui, euh, qui a joué un rôle très important dans l'histoire et dans le développement du berbérisme et qui a vécu en Algérie, qui a été d'ailleurs, qui est mort en Algérie, qui est enterré en Algérie. Je connaissais grosso modo son parcours, mais je ne connaissais pas les détails. Et donc, quand il a été canonisé en 2022, j'ai décidé un peu de m'intéresser davantage à ce personnage et j'ai choisi en premier lieu une source anglaise parce que je me suis dit, bon, les Français, ça va être plutôt dithyrambique, peut-être que certains ouvrages en arabe vont être plutôt critiques, donc j'ai envie d'avoir une perspective un peu plus neutre. Et donc, je suis tombée sur le premier ouvrage que j'ai lu, c'est celui de Baudelaire, qui est quelqu'un qui s'est intéressé énormément à l'Algérie, un Britannique, et il raconte son parcours. Et ce parcours-là raconte comment il a exploré le Maroc à partir de l'Algérie en utilisant un guide qui était un juif marocain qui avait séjourné un peu partout au Levant, mais également en Algérie. Et c'est cette alliance et c'est à partir de cette exploration qu'on a jeté un peu les jalons, que la France plutôt a jeté les jalons de la colonisation du protectorat français, mais qu'à partir aussi des découvertes faites au long de ce, de ce voyage, de cette aventure, si vous voulez, on a pioché, on a collecté ça et là des éléments qui allaient constituer le berbérisme tel qu'on le connaît actuellement, c'est-à-dire je dirais cette mythologie qui s'est imposée d'abord en Algérie, puis aussi plus récemment au Maroc et même récemment encore en Tunisie, et qui est fondée sur des mythes et des histoires qu'ont développé, qu'ont inventé, qu'ont créé certains personnages, dont Foucault et le rabbin Serrour. Donc voilà plus ou moins comment a débuté cette aventure littéraire et aussi d'où viennent les principaux personnages que sont le soldat et le rabbin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte sociopolitique de l'Algérie à cette époque-là? Parce que la France, elle a joué là-dessus, évidemment, hein, pour créer cette idéologie, enfin cette mythologie, vous avez raison, c'est une mythologie qui sort pas d'un chapeau, hein, elle a été pensée, évidemment. Hein. Donc, quelle était la stratégie de la France pour conquérir l'Algérie en fonction du contexte sociopolitique qui existait lorsque la France a colonisé l'Algérie? Et quel rôle ont joué les soi-disant hein, scientifiques, explorateurs français dans cette stratégie? Alors, c'est très intéressant parce que déjà, il n'y a pas eu de projet initial de colonisation d'Algérie. Ça a été d'abord une expédition militaire. Ça a été donc la prise d'Alger par rapport au coup de l'Éventail, qui était une excuse, bien sûr, par rapport à la dette de la France qu'elle a refusé d'honorer. Donc, il y a eu une suite d'excuses qui ont favorisé la prise d'Alger. Et puis, à partir de là, ce sont les militaires qui se sont retrouvés avec cette terre, qui était une terre qui était extraordinaire parce elle était riche c'était une riche terre côtière, il y avait l'agriculture, etc. Et donc ils se sont dit, mais il y a quelque chose ici, donc on va se passer d'une expédition militaire à un projet colonial.
D'autant plus qu'à l'époque, bien sûr, la France, le grand rival de la France, c'était la Grande-Bretagne, qui était également à son apogée en termes d'impérialisme. Donc voilà, elle s'est retrouvée avec une terre qui était formidable, qui allait être au final le joyau de sa propre couronne. Donc pour les Britanniques, c'est l'Inde, et pour la France, ça a été l'Algérie. Et les Britanniques, justement, se sont rendus compte, parce qu'au début, ça a commencé. Alors les Britanniques, c'est différent, ça a commencé par un comptoir commercial. Et les Français, ça a commencé par une expédition militaire. Mais dans les deux cas, quand ils se sont appropriés les pays, ils se sont rendus compte que pour maintenir la paix, pour ne pas avoir de rixes constantes, etc., il fallait pacifier la population. Et comment le faire? Une formule absolument extraordinaire, à savoir la division. Diviser pour mieux régner. C'est une formule imparable qui marche toujours, qui marche en ce moment même, quel que soit le pays dont on va parler d'ailleurs, elle marche encore et malheureusement, je n'ai aucun doute qu'elle continuera à marcher quand bien même on tentera d'alerter les gens, on tentera de leur faire comprendre les desseins malsains des impérialistes. Cette formule marche toujours et elle est très très facile à déclencher et à alimenter. Et donc les Français, voyant qu'il y avait une différence au sein de la population indienne, comme il en existe d'ailleurs dans toutes les populations, que ce soit dans les accents de nos parlers ou que ce soit dans les traditions culinaires, etc. Donc, ils ont trouvé une différence entre d'abord la population de Kabylie et le reste de la population. Et c'est à partir de cela qu'ils ont commencé un peu à travailler sur cette différence. Ils connaissaient déjà bien l'Algérie, ils connaissaient certaines ces différences-là. Donc, ils connaissaient déjà la différence entre arabe et berbère, certainement, mais ils se sont aussi focalisés un peu sur la Kabylie pour plusieurs raisons. D'une part, parce que bon, il y a la pauvreté, là, la Kabylie est en montagne, c'est pas une région qui est riche en agriculture, etc. Donc, la richesse, en quelque sorte, de la population kabyle, c'était son labeur, c'était d'envoyer des... Ça a toujours été ça a toujours été une région qui a donné des immigrés, si vous voulez. Les hommes de Kabylie allaient ailleurs travailler, allaient à vendre leur labeur, etc. Ça n'a pas commencé dans l'après-guerre en France, ça a commencé déjà bien avant. Pourquoi? Parce que justement, c'était très difficile de nourrir sa famille, etc. Donc, il fallait s'éloigner pour travailler. Donc, ils ont exploité d'une part cette pauvreté et avec l'élite, ils ont fonctionné en jouant un peu le côté paternaliste, vous êtes nos chouchous, etc. Il y avait aussi le côté, il y avait un différent alors qui est assez ancien, puisque les Coucous, on sait que les Coucous, qui était une confédération tribale de Kabylie, s'étaient opposés aux Ottomans lorsque les Ottomans combattaient l'Espagne. C'est-à-dire lorsqu'on a appelé les Ottomans à notre aide pour combattre les Espagnols qui nous attaquaient au moment de l'Inquisition, pas au moment de la Régence, hein, c'est-à-dire bien avant, parce qu'au moment de la Régence, il y a des arguments qui diront qu'à un moment donné, la direction ottomane était devenue assez sévère, difficile, qu'il y avait des parties de l'Algérie qui ruaient dans les brancards, si vous voulez. Mais ce n'était pas à ce moment-là, justement. Les Coucous donc, se sont opposés, alors même que les Ottomans étaient venus à la rescousse des Algériens, des Maghrébins en général, qui étaient attaqués par le Maroc. Donc, ils ont vu ce côté-là, ils ont vu une brèche, et dans cette brèche, ils se sont introduits pour l'élargir, pour l'exploiter et pour créer cette politique du berbérisme. Et d'ailleurs, même, alors beaucoup, quand je dis ça, beaucoup de gens me disent, ah, mais c'est beaucoup démentent cette idée-là. Or, même le Larousse, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus neutre que le Larousse, qui est un dictionnaire, définit le berbérisme comme une politique qui tente à diviser arabes et berbères. Donc, les Français n'ont jamais véritablement nié d'ailleurs leur ambition. Cela est clair. Maintenant, c'est l'approche. Certains vont dire que oui, c'était dans un souci parce qu'on avait des affinités avec les berbères, etc. C'est-à-dire, tel était le discours pour faire passer la pilule. Mais au demeurant, les Français n'ont jamais nié leur ambition de diviser, ils l'ont assumé dès le départ et tous les textes que nous connaissons qui ont traité ce sujet le reconnaissent. Maintenant, quel rôle ont joué les anthropologues et les scientifiques? C'était précisément ça, c'était d'analyser la population et de voir les moindres différences. Donc, on voit un tas d'ouvrages qui vont vous dire ah les Kabyles ils sont très travailleurs par rapport aux Arabes qui sont feignants ou alors les Arabes ils sont très gentils, les Berbères sont méchants, quel que soit X, ils mettaient toujours en avant une différence selon eux, selon leur perspective, qui allait dans le sens de cette politique de la division.
Oui, c'est malheureux, mais effectivement, ça marche. Vous avez tout à fait raison, hein, on y viendra. C'est cette politique de division basée sur l'essentialisation des groupes, hein, en disant, voilà, tel groupe, ils sont comme ça, les autres, ils sont plutôt comme ci, etc. Et puis, oui, donc, comment dire, le rôle des scientifiques ou soi-disant scientifiques, bon, on avait déjà parlé dans ce podcast avec Olivier Lecourt-Grandmaison, par exemple, comment il s'appelait, Broca, hein, Paul Broca, je crois qu'il s'appelait, soi-disant scientifique, c'était d'ailleurs le plus éminent scientifique de France à son époque. C'était un type qui faisait de la crânéologie, hein, donc lui, il mesurait les crânes humains pour dire, ah voilà, eux, ils sont développés, et puis eux sinon, ils sont sous-développés. Bien sûr, c'était toujours les non-blancs qui étaient les sous-développés, hein. Évidemment, la crânéologie, c'est pas une science, maintenant, elle fait rigoler tout le monde, mais à l'époque, malheureusement, voilà, c'était le scientifique euh, le plus éminent, le plus reconnu en France à son époque. Il a toujours une rue à son nom, d'ailleurs, juste à côté du jardin de Bessé, à Paris. Voilà. Et puis oui, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le rôle de ce berbérisme, hein, donc ce berbérisme dans cette mythologie qui a été donc utilisé en Algérie pour retourner les Kabyles contre le reste, hein, ce qu'on va appeler les Arabes, mais c'est un peu ridicule d'être super réducteur comme ça, mais contre le reste de l'Algérie. Et puis ensuite, il y a eu cette idée-là aussi de dire, ah voilà, en fait, il y a d'autres groupes qui sont des berbères, hein. Donc là, ils ont inclus d'autres groupes que les Kabyles dans le groupe de berbères, y compris des groupes qui peut-être n'étaient pas du tout des berbères historiquement, hein. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, ce jeu, hein, ce jeu de la France qui consistait donc à mélanger un peu les genres pour constituer des groupes et puis pour les retourner contre eux? Alors, oui, déjà, c'est vrai que ça commençait exclusivement en Kabylie. Le berbérisme est né en Kabylie, il s'est développé en Kabylie. Et d'ailleurs, jusqu'à très très longtemps, et même au Maroc jusqu'à récemment, certains gens se faisaient, se décrivaient comme étant des Kabyles parce ils ne dissociaient pas Kabyle de berbère. Et donc, très longtemps, on n'a pas fait la distinction entre Kabyles, qui sont les habitants de la région de Kabylie, qui est une région propre à l'Algérie, et les Berbères, que les autres groupes berbères qui existent un peu partout à travers le Maghreb. Donc, et c'est resté très kabylocentriste, l'idéologie, en fait. Et elle a utilisé les grandes figures du berbérisme, sont toutes kabyles. On a inclus ça et là quelques Chewi, etc. par la suite, plus récemment des Mozabites également. Mais c'est le noyau du berbérisme, c'est la Kabylie. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que la France garde un rapport très singulier avec la Kabylie à ce jour. Il y a des dizaines de rues qui portent le nom de Ma'tob Lounès, alors que la majorité des Français seraient incapables de fredonner une seule de ses chansons, savent très peu sur lui. On a récemment inauguré une rue pour honorer Idil, le chanteur Idil, en disant chanteur kabyle. On a complètement occulté son algérianité. Donc la France a maintenu ce lien dès le départ et tout est parti à partir de la Kabylie. Alors, ce qui a été, enfin, je le savais déjà, mais ce qui a été un peu une découverte, parce que en écrivant ce livre, Le soldat, le rabbin et le Maghreb arabe, ça a été un peu comme, vous savez, un peu comme Alice au pays des merveilles. C'est une découverte. Plus j'ouvrais un livre, plus j'ouvrais une porte, plus une autre s'ouvrait et plus j'étais absolument étonnée de ces découvertes. Donc ça a été une découverte même pour moi. Donc le point de départ, ça a été de comprendre la vie de Foucault et de son rôle en Algérie. Et à partir de cette découverte-là, c'était d'autres choses encore. Et bien évidemment, ça a été, alors ce que je vais dire là va choquer énormément. Je sais que beaucoup de gens vont réagir à ce que je vais dire. Mais les Touaregs par exemple, n'étaient pas considérés comme des berbères jusqu'à la venue de la France. C'est la France qui a berbérisé les Touaregs. Les Touaregs étaient considérés comme une population du Sahel, comme on dirait d'ailleurs les Arabes, les Berbères et les Touaregs. C'est un nom exogène, certes, mais c'est un groupe qui était distinct. Et les Français, pour des raisons que je détaille bien sûr dans le livre, ont décidé d'incorporer les Touaregs dans
l'ensemble berbère, alors que jusqu'à l'arrivée des Français, les Touaregs ne s'étaient jamais considérés comme des berbères. Et même quand aujourd'hui on analyse toute la mythologie berbère, leur présence ne tient pas la route, parce que vous avez d'un côté ceux qui disent ah mais les berbères on est blancs, on est proche des Européens, etc. Les Touaregs ne sont pas des blonds et des yeux aux yeux bleus, c'est un fait. Donc comment vous êtes d'un côté ah ben on est le même peuple tout en étant aussi différents dans le langage, vous mettez un Kabyle et un Touareg, ils ne comprendront rien. Ils comprendront une seule chose, c'est Ezoul. Or Ezoul qui n'a jamais fait partie du parler kabyle et qui a été introduit dans le parler kabyle à partir des années 90, c'est un salut touareg. Vous prenez n'importe quel kabyle de plus de 50 ans et vous lui dites est-ce que vous avez grandi en entendant les gens autour de vous dire Ezoul, vos parents et tout, il vous dira absolument pas. Le mot Ezoul n'existait pas dans le parler kabyle jusqu'aux années 90. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un mot qui a été incorporé du Touareg. Et c'est pour ça que quand vous allez mettre un Kabyle et un Touareg aujourd'hui, le seul mot qu'ils pourront comprendre entre eux, ça va être Ezoul, justement parce que ça fait partie du parler Touareg, mais qui n'a jamais fait partie du parler Kabyle. Et c'est peut-être, je dirais, c'est peut-être le seul point en commun. Bien sûr, l'autre point en commun, c'est l'algérianité. Aujourd'hui, pas tous les Touaregs, évidemment, il y a des Touaregs nigériens, etc. Mais les Touaregs d'Algérie sont incontestablement algériens, font partie de la famille algérienne, au même titre que les Kabyles et tout le reste du pays. Donc voilà le point commun. Mais sous ce label de berbère, ça, c'est un rajout assez récent. Et c'est un rajout qui a été inventé par la France. Oui, ben, je confirme parce que c'est à partir des années 90 que j'ai reçu le matraquage de Azul. Comme quoi, c'était la manière de se saluer entre Kabyles et Berbères plus généralement. Mais avant les années 90, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc voilà, effectivement, vous avez tout à fait raison sur ce point. Et oui, alors concernant la France, justement, pour montrer un petit peu, pour montrer un petit peu le côté hypocrite de la France. Donc la France, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, et puis même les Français eux-mêmes ne s'en rendent pas forcément compte, c'est que c'est un État-nation qui a fait l'objet d'un culturicide, enfin de plusieurs culturicides. Parce que l'idée, c'était de produire ce prototype du français et de la française qui sont soi-disant gaulois d'origine, hein, qui sont uniformes, hein, alors que évidemment c'est archi faux. Et bien sûr, l'idée est évidemment derrière, parce que c'est le capitalisme qui est derrière tout ça, avec leur révolution ratée en réalité, on en parlait, la Correa Boutelja épisode. En fait, l'idée derrière, c'est de produire des homo economicus, hein, qui vont juste bosser, puis voilà, ne pas avoir de culture, d'aspérité. Hein, il faut effacer toutes les aspérités. On avait parlé aussi avec Mamoula Soumaoro. Et alors que, hein, donc, alors qu'elle a fait tous ces culturicides sur son propre territoire, hein, les élites françaises, elles, par contre, pour les colonies, ils étaient tout à coup pour certaines minorités, hein, pour certains petits groupes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette apparente contradiction, mais qui est peut-être une hypocrisie? Elle est criarde, mais le pire, c'est qu'elle, jusqu'à très récemment, jusqu'en 2023, le Conseil d'État français a interdit l'usage du corse dans les assemblées, dans les institutions politiques corse. C'est-à-dire, c'est très, très, très récent. On n'est même plus au 19e siècle, etc. Et ces mêmes politiques français qui constituent le Conseil d'État et qui émettent ces lois, etc., sont les mêmes qui disent aux Algériens, aux Marocains, mais oui, il faut légaliser, il faut enseigner le berbère sans véritablement savoir ce que c'est que le berbère, parce qu'il n'y a pas un berbère, c'est ce que je ne cesse de dire. Il n'y a pas une langue commune à tous les berbères, il y a des différentes langues ou dialectes, appelez ça comme vous voulez, mais de toute façon, imaginez qu'il y a 200 km entre Betna et Tizi Ouzou, peut-être 300, et un Kabyle ne comprend pas un Chaoui et inversement. Donc, c'est dire qu'il y a ça, et ça, c'est les deux communautés les plus rapprochées, euh, même au Maghreb. Donc, ils encouragent cela pour les pays comme les nôtres
et ils découragent absolument dans leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils savent précisément les conséquences de l'encouragement de cette division. Alors, et nous, ce que nous avons eu avant la France, ce que nous avons eu avant le berbérisme, c'était d'assumer pleinement en fait, compte, ce multiculturalisme, c'est un terme qui est un peu diabolisé aujourd'hui, qu'on estime être récent, mais en fait, compte, il existe chez nous depuis très longtemps. Peut-être que le plus bel exemple de cela, ça a été l'Espagne andalouse, où les Juifs ont très bien vécu, ont atteint les hautes sphères du pouvoir, où il y a eu des dynasties tantôt arabes, tantôt berbères, où les chrétiens étaient respectés et pratiquaient leurs croyances telles qu'ils voulaient. Alors bien sûr, on va nous dire la dimitude, etc. Oui, c'est pas le Moyen Âge, ça ne peut pas être comparé à l'Occident du 21e siècle. Évidemment que certaines choses peuvent paraître étranges ou même injustes à travers le spectre, le prisme de notre actualité. Mais c'était un parfait exemple de multiculturalisme et un peu partout dans le monde arabo-musulman, parce que l'Empire ottoman aussi, malgré sa sévérité, etc., c'était un pays extrêmement multiculturel qui acceptait les cultures diverses, etc. Peut-être pas les croyances, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc, cette notion-là, elle a été brisée avec le colonialisme occidental. Donc, on a perdu cette diversité sereine et harmonieuse avec la présence de la France, incontestablement. Oui, alors c'est intéressant que vous parliez d'Andalousie parce que, enfin, vous savez, en fait, on retrace la modernité hein, dans laquelle malheureusement on vit aujourd'hui à 1492, lorsque aussi bien donc les Européens avaient soi-disant découvert l'Amérique, hein, comme s'il y avait personne qui vivait en Amérique, Voilà. et exactement au même moment, ils avaient expulsé les descendants de musulmans et juifs qui vivaient déjà là, donc voilà, qui vivaient en paix et tout, et voilà, ils les ont expulsés en 1492. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, les Juifs notamment, ont trouvé refuge en Afrique du Nord. Et puis ensuite, ils ont vécu en paix en Afrique du Nord jusqu'à ce que la France arrive en Afrique du Nord avec le décret Crémieux, notamment en Algérie. Puis là, hop, ils ont redivisé tout le monde. Hein, donc là, il y a comme un pattern, hein, comme ils disent en anglais, il y a comme un motif hein, pour ceux qui sont pas encore convaincus. Hein, en fait, la diversité, c'est la nature, c'est la race, c'est la vie, c'est comme ça. Il est censé y avoir une diversité, mais comment dire, cette modernité avec sa civilisation de la mort, comme on dit, ben, elle tue justement toutes les aspérités parce que l'objectif derrière, c'est de produire encore une fois, des homo economicus qui vont que servir le capital et qui vont pas avoir des distractions à gauche et à droite. Alors, pour revenir un petit peu aux deux caractères, aux deux personnages avec lesquels vous commencez votre dernier ouvrage. En fait le caractère qui est donc un soldat slash aristocrate slash explorateur, en fait, il avait, il avait, il avait euh, en fait, sa vie était consacrée à deux causes, on pourrait dire, hein, c'est ce que vous dites dans l'ouvrage. C'est d'un côté la France, hein, c'est-à-dire la France et notamment l'impérialisme français plus précisément, hein, et Absolument. voilà, de l'autre la religion, hein, qui était apparemment, enfin le type, c'était un peu un type débauché, hein, d'après Oui, au début de ce que sa je vie, vois. absolument. Voilà, et puis soi-disant après, il est devenu hyper religieux et tout. Mais en fait, même à la fin de sa vie, en portant la soutane, en fait, il avait continué à servir l'impérialisme français. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce caractère? Ah, mais il a toujours, c'est-à-dire que Charles de Foucault n'a jamais dissocié sa vie ecclésiastique de son dévouement à la France impérialiste. Et en fait, il ne voyait pas de distinction pour lui. C'est-à-dire que l'impérialisme français permettrait d'étaler la foi chrétienne et la foi chrétienne permettrait d'asseoir l'impérialisme français. Les deux sont indissociables pour lui. Et il a incarné cette dualité parfaitement, c'est-à-dire qu'il s'est complètement consacré à une vie extrêmement austère, difficile, etc., pour
au nom de sa croyance, puisqu'il avait vécu dans des milieux très très difficiles, il vivait mais vraiment de grains, d'une vie misérable, il portait la bure, il portait des toiles, vraiment des tenues très très pénibles à porter, il marchait à pied, il a fait des grandes... C'est-à-dire c'était une vie très très difficile, mais qu'il a consacré autant à sa vie religieuse qu'au fait que sa vie, qu'étaler la religion chrétienne étalerait l'impérialisme français. Donc c'est pour ça que, et c'est très, les chrétiens, les catholiques qui voient en lui cette figure sainte, n'aiment pas cette description. Et pourtant, elle est reconnue hein, dans tous les ouvrages et surtout, d'ailleurs, je l'explique comment même les ouvrages d'auteurs anglais, il y en a énormément, d'Américains aussi, sont extrêmement élogieux à son égard. Et sachant qu'ils ne sont pas catholiques, donc ce n'est pas une admiration religieuse. Ils ont une admiration pour l'homme impérialiste, pour l'homme qui s'est dévoué à l'impérialisme. Et à quel point il a poussé son dévouement. Donc, dans le personnage de Charles de Foucault, il est certainement catholique, je ne mets pas en doute sa foi, il était incontestablement profondément chrétien, mais cette croyance dans la religion chrétienne était indissociable de sa croyance et de son dévouement à l'impérialisme français. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que il y a eu des militaires qui se sont engagés militairement, il y a des anthropologues qui ont mis leur science au service de celle-là, et il y a des hommes de religion, comme la Vigerie, comme Charles de Foucault, qui l'ont mise au service de l'impérialisme français. Donc, et tous ces différents personnages, en fait, qui ont joué des rôles très importants dans l'Algérie française, mais dans tout le principe colonial français, ont mis comment on appelle ça, leur spécialité, si vous voulez, au service de l'impérialisme français. Oui, c'est assez triste qu'il y ait des personnages comme ça qui ont mis toute leur énergie dans un truc de destruction, alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus noble. Et donc, en fait, oui, à la fin de sa vie, comme vous le dites dans l'ouvrage, en fait, il vivait isolé. Je crois que c'était dans le sud de l'Algérie, hein. Et en fait, il continuait à aider les militaires, hein, les militaires français. Et puis il essayait de convertir, je crois, des gens, hein, c'est ça, mais apparemment, il a pas eu de grand succès à ce niveau-là. Alors c'est ça, parce qu'en fait, et c'est ce qui est un peu paradoxal dans le fait qu'il a été canonisé, parce que il, s'est, il était supposément en Algérie pour convertir les locaux, et son bilan est catastrophique. Il a réussi à convertir une seule femme, une femme très âgée, très très pauvre, aveugle, on se dit que peut-être qu'elle a dû accepter, peut-être juste en échange de quelques miches de pain et rien d'autre en fait. On ne sait pas, mais en tout cas, voilà son bilan officiel, ça a été la conversion d'une seule femme. Et il a voulu convertir les Touaregs, parce qu'il a vécu en milieu Touareg, il a énormément côtoyé les Touaregs, il a contribué à un dictionnaire français Touareg, etc. C'était sa mission un peu, c'était de ramener les Touaregs vers la France coloniale. Et les Touaregs, bien qu'il les décrit comme étant pas très religieux, qui ont une pratique de l'islam plutôt laxiste, n'ont quand même jamais adhéré à son projet. Certains se sont liés d'amitié avec lui, l'ont protégé, mais jamais au point ni d'embrasser la religion chrétienne, ni de soutenir l'impérialisme français d'une quelque manière que ce soit. Donc son bilan en tant que religieux a été catastrophique, mais je pense à long terme, son bilan en tant qu'agent de la France coloniale, d'un point de vue français, j'entends, est en fait un très bon bilan, un bilan positif. Et je comprends que d'une perspective française, il soit célébré comme il l'est. Parce qu'il a véritablement servi les intérêts de la France. En fait, voilà. Oui, oui, effectivement. Et oui, alors, ce que vous soulignez aussi dans votre ouvrage, c'est que autant cette politique de division en utilisant le berbérisme donc en Algérie pour retourner les Kabyles contre les Arabes, hein. Alors j'ai presque envie de mettre des guillemets à Kabyles et Arabes, hein, parce qu'on est tous des Arabo-berbères, et puis c'est tout, hein, on est des Algériens. Mais voilà, en fait, ça a malheureusement très bien marché jusqu'à aujourd'hui, on va en reparler. Mais par contre, la France a essayé de réutiliser la même recette au Maroc, mais elle s'est plutôt cassé la figure, hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ça c'est fascinant parce que
Alors déjà dans Berbère de Sion, donc de le premier ouvrage, j'explique que je me concentre uniquement sur l'Algérie dans ce premier ouvrage, où j'explique que cette politique du berbérisme a échoué pendant la colonisation, c'est-à-dire elle a peiné à démarrer, mais que, et c'est triste à dire, en fait, elle a réussi après l'indépendance. La réussite du berbérisme s'est effectuée après 62. Et ce qui est triste, en fait, parce que on aurait imaginé qu'au lendemain de l'indépendance, on rejette un peu tout ce qui représente, tout ce qui a été le legs français, mais bon. Euh, Au Maroc, alors c'est ironique, c'est marrant, ça fait même plaisir aussi, c'est qu'en fait, leur désir de pratiquer la même politique, c'est ce qui a mené à la déconfiture du protectorat français. Et c'est ce qui est fascinant en fait, parce que ils ont voulu utiliser la même méthode. Elle a marché d'une certaine mesure, bien sûr, et elle marche encore. Encore une fois, c'est un peu comme l'Algérie, parce que ça a maintenant beaucoup de succès. Le succès du berbérisme au Maroc, il est plus tardif qu'en Algérie, puisqu'en Algérie, il a commencé à partir de la fin des années 60, donc la création de l'Académie berbère en 66. Au Maroc, il a débuté avec la fin du règne de Mohamed Hassan II, pardon, plutôt avec le début du règne de Mohamed VI. Mais tout ça pour dire qu'en fait, compte, cette politique du divisé, c'est elle en fait qui a éveillé les consciences nationalistes marocaines, c'est-à-dire qu'ils se sont rapidement rendus compte de la supercherie et ils ont lutté contre et inexorablement ça a mené donc à la fin du protectorat français. L'étincelle avait été justement ce désir de renforcer la division entre Arabes et Berbères. En fait, ce que vous dites dans l'ouvrage, je crois, c'est que la France, elle s'est un peu cassé les dents à ce niveau-là, parce qu'en fait, ils ont essayé comment dire, d'attaquer l'islam, en quelque sorte, de ces populations, et ces populations sont très attachées à l'islam, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Et c'est la suite logique. C'est pour ça que ça s'inscrit. C'est pour ça que le Maroc est très important dans ce livre par rapport déjà au parcours de Foucault et de Solour qui est marocain, mais aussi par rapport au berbérisme, c'est-à-dire que ils- c'est la suite logique de la politique de Foucault, c'est-à-dire que la christianisation des populations va asseoir l'autorité française au Maghreb. Et donc, ils ont compris que les populations. Alors, le Maroc, le schéma. Le Maroc est très similaire à l'Algérie dans beaucoup de sens, mais très différent. C'est-à-dire que le Maroc est une ancienne monarchie, donc il y a eu une aristocratie qui était essentiellement arabe, plutôt arabe, parce que par rapport à la descendance chérifienne, etc. Et puis vous avez le reste de la population arabe et berbère. La population arabe était très réfractaire parce que par rapport justement au fait qu'elle était héritière de ce côté chérifien. Donc on est les descendants du prophète, et des laissés d'Alawek, etc. Les Berbères étaient très attachés à l'islam, incontestablement, mais les Français ont estimé que les Berbères seraient plus facilement, on pourrait plus facilement les convertir. Et donc, ils se sont plus investis dans cette démarche. Et bien sûr, elle s'est complètement retournée contre eux. Et elle s'est retournée contre eux à différentes manières. Par exemple, ce qui a renforcé les Rifins, au moment où il y a eu une conscience politique au Rif, à la veille de la guerre du Rif, menée par Abdelkrim Khattabi, c'était justement le fait de se rendre compte qu'il s'était un peu dans les traditions éloignées des lois islamiques et tout, et ce qui a galvanisé les tribus berbères du nord du Maroc, c'était de s'assembler autour du fait musulman. Et donc ça a permis de rassembler les tribus autour de la personnalité de Khattabi, qui reste une figure légendaire dans le nord, dans le Rif marocain, qui a combattu l'Espagne. La guerre, ça a été une guerre sanglante, ça a été quelque chose une tâche véritable dans l'histoire du colonialisme français, c'est la première fois qu'on a utilisé aussi du gaz moutarde sur des populations civiles, il faut rappeler, population du Rif, donc. Mais l'islam a eu cet effet rassembleur. Donc, plus ils essayaient de diviser soit par l'ethnie, soit dans la religion à laquelle les Maghrébins sont très attachés, plus ils se sont cassés la figure. Et l'islam, c'est très important au Maghreb, parce qu'il faut savoir que justement, on est une région du monde arabo-musulman à quasi 99% musulmane, c'est-à-dire que vous allez en Syrie, au Liban, il y a des anciennes populations chrétiennes différentes dénominations chrétiennes, etc. Donc la division est peut-être plus facile.
au Maghreb, l'islam est resté une barrière infranchissable et ça a toujours constitué le frein à la présence française, que ce soit quand les premiers ont combattu, c'était un djihad contre l'ennemi chrétien, l'émir Abdelkader, quelles que soient ses alliances. L'alliance, d'abord, c'était de s'allier en tant que musulman contre l'ennemi. Et à travers le Maghreb, ça a été un peu ça le mot d'ordre. Ailleurs, on s'est investi dans la division soit ethnique, soit religieuse, etc. Mais au Maghreb, l'islam a toujours été un frein. Donc, quand les Français ont décidé, ont entamé une politique très perfide de désir, de début de christianisation des populations berbères, ça a été le début de la fin du protectorat français, en fait. Oui, de toute façon, on voit encore aujourd'hui l'obsession, l'obsession de la France pour essayer de casser l'islam. Hein. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'islamophobie d'ailleurs. Et enfin, c'est une forme de racisme. En réalité, c'est du racisme anti-arabe, mais Ouais. en ciblant parce que on peut plus utiliser, ils peuvent plus utiliser la crânéologie pour dire voilà, ils ont des crânes comme ci, comme ça, donc ils sont inférieurs, hein, parce que ça fait rigoler tout le monde aujourd'hui. Mais voilà, ils utilisent l'islam comme si l'islam était une religion dangereuse. C'est amusant, ça me fait penser en fait le parallèle. Les Français n'apprennent pas la leçon, n'apprennent pas leur histoire. Il y a quelques années, je me souviens, j'avais participé à une conférence et on m'avait dit quelle est la personne influente, quelle est la personne qui a le plus contribué à l'essor de l'islam en France. Et j'avais dit Nicolas Sarkozy. Et on pensait que j'avais fait une plaisanterie. Mais je disais non, non, je vous assure que c'est vrai, parce qu'il est arrivé au pouvoir en voulant à tout prix ménager la droite, en menant une politique extrêmement islamophobe, avec c'était son programme de la nationalité, je ne sais plus le nom qu'il avait donné à une espèce de programme de nationalité, etc. Et les populations, les Maghrébins de France, ou les Français d'origine maghrébine, qui, à partir de ce moment-là, commençaient à s'éloigner plus ou moins du fait religieux, de l'islam, tout ça, se sont retrouvés presque obligés à réaffirmer leur islam et leur appartenance à l'islam, etc., par réaction à cette politique qui était d'un racisme et d'une intolérance et d'une bigoterie incroyable. Donc, en fin de compte, il a aidé, il a contribué à forger une nouvelle génération de Français d'origine maghrébine qui sont plus attachés à l'islam. Et d'ailleurs, on le voit dans certains faits comme le choix de porter le hijab ou de manger halal. Les anciennes générations sont arrivées en France ne portant pas le hijab, souvent mangeant dans les restaurants sans poser trop de questions. Les nouvelles générations, on les voit, sont très religieux, sont très pieux, sont très attachés. Ils sont très rigoureux sur manger halal, sur porter le hijab, etc. Et tout ça, en fait, c'est un héritage du sarkozysme qui, en fait, rappelle un peu cette politique du berbérisme au Maroc à l'époque du protectorat. Donc, les Français, finalement, n'apprennent pas du tout leurs leçons. Et peut-être qu'à long terme, c'est un peu un effet un peu bénéfique pour l'islam, en fin de compte. Oui, c'est vrai. De toute façon, Nicolas Sarkozy, qui est donc, rappelons-le, un délinquant multirécidiviste. De toute façon, je crois qu'il est en train de repasser au tribunal ces jours-ci encore, hein. On dirait qu'il ne peut pas au tribunal, mesquine. Et en fait, lui aussi avait sorti une phrase il y a quelques années, comme quoi l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. Et ça, ce segment vidéo, je pense que tout le monde l'aura remarqué, il est ressorti à chaque fois. Il est ressorti à chaque fois par des activistes, justement, panafricanistes, etc., pour montrer le jeu perfide, effectivement, de la France. Hein, je pense notamment à Thomas Dietrich, hein, qui met ce segment dans sur le générique de son podcast. Et c'est vrai que c'est assez frappant, hein, ce genre de discours. Alors, il pensait sûrement être malin, Sarkozy, en disant ça, mais en fait, il plantait les graines de la résistance. Bon, très bien. Alors, oui, alors, un autre sujet sur lequel vous revenez dans votre ouvrage, alors, votre ouvrage, vraiment, c'est un voyage, hein, donc, je le conseille très, très fortement. Hein, on voyage, donc, on commence en Algérie, mais on va aussi au Moyen-Orient et puis ailleurs, dans le Sahel. Et voilà, donc, c'est très intéressant. Alors, vous parlez aussi, vous abordez aussi comment est-ce que ce berbérisme a été récupéré par des sionistes pour promouvoir leur idéologie. Donc là aussi, en faisant des amalgames un peu à la n'importe comment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, il y a deux aspects déjà, parce que dans Berbère dessus, encore une fois, le parallèle que je faisais entre berbérisme et sionisme, c'était par rapport à l'approche méthodologique du berbérisme. C'est-à-dire qu'on utilisait les mêmes approches. On va imposer un discours
Puis quand on le contredit, on va jouer à la victimisation, c'est-à-dire que si vous dites que vous n'y croyez pas, vous êtes anti-berbère, comme si vous ne croyez pas aux thèses sionistes, vous êtes anti-juif, antisémite, et on interdit le débat. Donc l'approche était similaire, c'était ça le but, c'était ce que j'essayais de mettre en évidence dans Berbère de Sion. Dans le soldat, le rabbin et le Maghreb arabe, ce que je découvre peut-être, et ça a été encore une découverte dans mon approche, ça a été le fait qu'il y a eu de véritables pionniers du sionisme qui ont en effet collaboré avec des impérialistes français. Ça a été vraiment étonnant parce que rapidement, les impérialistes français se sont rendus compte de l'efficacité de la montée de cette idéologie qui commençait à prendre de l'essor, qui rassemblait des personnes très influentes, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, les grands banquiers comme les Schiff, les Warburg, etc., et qui adhéraient à ce programme, qui finançaient ce programme. Et les deux, encore une fois, c'est un peu comme Foucault avec et la religion et l'impérialisme. Les sionistes, c'est l'ethno-religieux et l'impérialisme blanc, parce que les impérialistes se sont inspirés de ce côté tribaliste des sionistes qui se rassemblent, qui mettent de l'argent, qui s'organisent efficacement, qui font du lobbying. Et les sionistes se sont inspirés de l'impérialisme blanc qui, lui, déshumanisait les populations locales, qui était pour l'extermination, le génocide, cette notion de nous sommes la race supérieure et donc de toute façon on fait un nettoyage ethnique, c'est normal, ça fait partie de, j'ose pas employer le terme, la dératisation avant de venir s'installer, en quelque sorte, c'est cela. Et donc les deux se sont unis autour de ce même fait, chacun s'inspirant des aspects les plus infects et les plus inhumains de l'autre. Et ils se sont réunis à un moment donné, notamment au Maroc, au tout début du protectorat marocain, pour apprendre l'un de l'autre et pour forger quelque chose. Alors j'explique aussi que le juif berbère, c'est une invention sioniste. L'invention, c'est venu d'un sioniste qui s'est installé, qui a fait un tas de parcours, qui a sillonné le monde, le Maghreb en particulier. Il a séjourné en Libye, il a fait un passage en Algérie, puis s'est installé au Maroc au tout début du protectorat. Et puis, il a voulu un peu, là où il allait, il voulait trouver un récit qui pouvait conforter son projet de foyer juif pour former une nation juive. Parce qu'à l'époque, la Palestine, c'était très difficile. Elle ne faisait pas encore l'unanimité pour des raisons religieuses, surtout parce que les juifs religieux sont énormément opposés au sionisme. La proposition anglaise en Afrique du Sud-Est, qu'il y a eu Kenya, l'Ouganda surtout, ne plaisait pas. C'était très loin, c'était difficile, c'était des endroits qui étaient difficiles à habiter. Donc, ils cherchaient des terres qui étaient des régions qui étaient agréables à vivre. Dans la Méditerranée, il n'y a pas mieux, bien sûr. Et il fallait justifier une présence en essayant de piocher ça et là des bribes d'histoire qui pourraient dire ah ben voilà vous oui alors si la Palestine ou si plutôt Israël avait été créé en Libye, alors on nous aurait sorti une histoire qu'il y a eu un foyer de juifs en Libye qui est revenu à la suite de l'exode, machin, voilà. Si l'Algérie avait été choisie pour faire le projet Israël, on nous aurait dit, bah voyez-vous, Kahina, c'était une juive, et nanani, c'était un retour aux sources, etc. Donc là où il a été, il a pioché des bribes d'histoire, et pour un peu conforter cette ambition de vouloir créer un foyer en Méditerranée, il a conçu l'idée, il a étudié l'histoire des Juifs du Maghreb, et puis il a conclu au final que que les Juifs plutôt du Maghreb étaient des Juifs berbères, ce qui contredisait les textes même religieux, hein, c'est-à-dire. Mais il faut aussi savoir que les Juifs ashkénazes, donc les sionistes sont tous des ashkénazes à l'origine, absolument tous. Le sionisme est né en Europe de l'Est, il n'a incorporé des Juifs d'Afrique du Nord ou d'Irak ou du Yémen qu'après la création d'Israël. Les premiers sionistes sont tous d'Europe de l'Est et eux, qui se considéraient comme européens, qui se considéraient comme supérieurs, voyaient leurs coreligionnaires du monde arabe comme étant inférieurs. Et donc même leurs textes, même leurs ouvrages, etc., ils étaient perçus un peu de manière assez, finalement, oui, bon, ce qu'ils disent les juifs marocains, c'est pas tout à fait sérieux. C'est nous,
les juifs supérieurs, nous sommes les Ashkénazes, nous avons côtoyé les grands d'Autriche, d'Allemagne, etc. Donc ce sont nos recherches qui ont plus de valeur. Et donc ils ont mis de côté les ouvrages de juifs marocains ou algériens ou tunisiens en faveur d'une lecture qui leur était propre et qui servait l'intérêt du projet sioniste. Et donc c'est comme ça qu'est né le concept en fait du juif berbère. Il y a eu bien sûr des juifs qui ont vécu en région berbère et qui par conséquent parlaient le shlach, le rifa, etc. Mais le juif berbère n'existe pas, c'est une invention justement de ce sioniste qui a vécu et qui a collaboré étroitement donc avec l'administration française du Maroc. Oui, alors j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Eyal Sivan, et oui, ça rejoint parfaitement ce que vous dites, parce que donc ces juifs soi-disant berbères qui vivaient dans des endroits très reculés, dans une misère totale, eh ben, ils étaient la principale cible de recrutement d'Israël pour peupler Israël dès les années 50, 60, etc. Oui, oui, après 48, absolument. Voilà. Et en fait, oui, comme vous le dites, ces juifs arabes en réalité, hein, ou ces arabes juifs, eh bien, ils étaient traités comme des arabes en Israël, évidemment, hein. Donc là, vraiment, je renvoie tout le monde à l'interview d'Eyal Siman parce qu'on en parle dans le détail. Et oui, donc on voit bien que ces idéologies coloniales sont racialistes et racistes. Et en fait, quand elles recrutent des gens comme ça, en leur miroitant, voilà, des avantages matériels et tout, une terre, une maison, enfin un terrain, une maison, etc., quasiment gratos à l'arrivée et tout, mais en fait, ils se retrouvent vite dans un état d'apartheid. Et même s'ils sont juifs, eh ben, ils vont être quand même discriminés parce qu'il y a toujours cette notion là de hiérarchisation, hein. C'est basé sur la hiérarchisation. Et voilà, et tout le monde a sa place quelque part, et il faut pas qu'il sorte de la petite boîte dans laquelle l'idéologie l'a placé. Donc voilà, c'est assez triste, mais oui, c'est pour ça qu'on appelle ça la civilisation de la mort, c'est parce que ça sème la misère et la mort partout. Et bien sûr, ce que disait Yal Sivan aussi, mais on peut s'y attendre, ces juifs arabes, hein, ou ces arabes juifs, une fois arrivés en Israël, donc ils avaient déjà vendu leur âme, c'est fini, hein, quand ils avaient fait franchi le pas, et ben c'était eux qui étaient les plus violents et les plus mauvais envers les Palestiniens. C'est pour essayer de se racheter quelque part de leur arabité, hein. Ils devaient, c'est ce que disait Yal Siman, hein, en fait, leur privilège en tant qu'Israéliens, c'était de pouvoir cracher sur les Arabes, donc les Palestiniens, hein, et d'essayer, jusqu'à l'infini évidemment, parce qu'ils vont jamais y arriver, d'essayer de devenir les égaux des Juifs ashkénazes, qui sont effectivement, eux, placés tout en haut de la hiérarchie, hein, donc les Juifs européens. Bah, donc situation voilà, extrêmement triste, mais tellement classique dans les colonies et les situations de colonisation. Mhm. Ça rappelle un peu d'ailleurs les Espagnols, les Maltais qui étaient en Algérie et qui se sont avérés être les plus racistes envers les Algériens. Ils dédoublaient de racisme envers les Algériens parce qu'ils étaient arrivés en situation de n'être pas aussi privilégiés que les Français qui venaient d'Alsace et de toutes ces régions françaises pour venir coloniser l'Algérie. Eux étaient venus, encore une fois, pour aider, pour être les aides des Français de souche. Et ils se sont avérés être particulièrement virulent envers les Algériens. Donc il y a cela. Il y a aussi pour les juifs arabes, dans leur racisme particulier, d'ailleurs les partis d'extrême droite sont aussi très animés par les juifs séfarades notamment. Il y a cela, c'est une manière de s'affirmer, d'atteindre l'égalité avec l'Ashkénaze. Et c'est aussi par rapport au fait que une partie du mythe israélien s'est construite après 48, bien, plutôt après 45, par rapport au mythe par rapport à la Shoah. Et donc, les Israéliens, le projectionniste est antérieur, bien sûr, à la Shoah, mais ça a été un plus extraordinaire. Ils ont exploité ce chapitre-là de l'histoire européenne pour s'imposer et pour faire basculer l'opinion européenne en faveur du projet israélien. Et donc, comme les Juifs séfarades n'avaient pas vécu cela, n'avaient pas vécu de persécution, justement,
il y a peut-être eu des tensions ça et là entre juifs et musulmans, comme il y en a eu aussi certainement entre arabes et berbères, comme il y en a eu entre certaines tribus arabes avec d'autres tribus arabes, et des tribus kabyles et des tribus berbères avec d'autres tribus berbères. Bon, donc il y a dû certainement avoir des moments de tension, incontestablement, mais les juifs n'ont pas été persécutés en terre arabo-musulmane. Et donc, n'ayant pas ce complexe de la persécution, et c'est ce complexe de la persécution qui construit l'identité israélienne sioniste et même juive moderne, ils ont été obligés de dédoubler dans la cruauté, dans le racisme anti-arabe et anti-palestinien pour se faire accepter. Donc, c'est les deux pans, c'est-à-dire c'est être accepté d'une part par rapport à cela et par rapport au fait qu'ils n'ont pas subi cette victimisation constante que leurs frères ashkénazes ont subi et que ça a culminé avec la Shoah donc en 1945, 40 à 45, voilà. Oui, oui, et concernant ce que vous disiez à propos effectivement de l'officialisation un petit peu de l'histoire des Ashkénazes au détriment de l'histoire des Séfarades qu'il fallait oublier pour l'essentiel, parce que c'est vrai qu'eux n'ont pas, en Afrique du Nord, etc., ils n'ont pas subi de génocide ou de discrimination ou de persécution. Et ben, ce que disait Eyal Sival, qui est né donc en Israël et a grandi en Israël, il disait qu'en fait, quand ils étaient petits, en fait, ils étudiaient l'histoire des Juifs, ce qu'ils appelaient l'histoire des Juifs, ce que le système appelait l'histoire des Juifs, qui est l'histoire des Ashkénazes. Et par contre, ils abordaient rapidement ce qu'ils appelaient les cultures, quelque chose dans le genre, les cultures, les autres cultures, je crois, c'est quelque chose dans le genre, et qui abordaient donc, enfin, l'histoire, non, c'est juste, voilà, certains aspects culturels des Juifs séparés. Hein. Donc, c'est vrai qu'ils sont, comme vous le dites, hein, ils sont complètement mis de côté. Donc, voilà, là aussi, c'est typiquement classique. Et aussi, pour asseoir ces projets-là, ce qui est fascinant aussi, c'est le fait de savoir. Et là, je sais parce qu'on passe pour des complotistes en disant ça, mais ils inventent l'histoire en fait. Ils inventent des chapitres historiques qui n'ont jamais eu lieu. Et ça, c'est fascinant. Ça fait partie un peu de ma découverte pour écrire ce livre. C'est comment ils arrivent à réécrire l'histoire. Et même l'histoire, quand elle est enseignée ou quand elle est apprise, ben finalement, ce chapitre ne va pas tellement dans le sens de ce que nous voulons faire accepter. Alors, on va tout simplement changer le récit, changer l'histoire, etc. Et on le voit d'ailleurs même aujourd'hui, si vous voulez, la destruction qu'on est en train de voir à Gaza, au-delà du souhait d'exterminer le peuple palestinien, c'est aussi effacer la mémoire palestinienne. Quand ils rasent des cimetières, il n'y a rien dans les cimetières. C'est l'idée de dire, ben, vous voyez, dans 20 ans, dans 50 ans, ben, vous voyez qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de cimetière palestinien, donc il n'y avait pas de Palestiniens ici. Il y a pas d'anciennes mosquées, donc vous voyez bien que c'était faux. Et vous savez, l'homme, par définition, est à la mémoire courte. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de traces, quand il n'y a plus rien, on peut très facilement, sur un canevas blanc, écrire un nouveau texte. Donc, c'est véritablement la manipulation historique va très, très, très loin. Et plus on découvre ce sionisme, et plus aussi tristement, je vois le parallèle aussi avec le berbérisme, plus je vois l'invention, plus je vois la mythologie, plus je vois le mensonge. Et c'est ce qui est inquiétant et c'est ce qui fait peur en fait. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, c'est ce qu'elle a fait, la France, hein, en Algérie. Ils vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage. Une des premières choses qu'ils ont fait, une fois qu'ils ont conquis le territoire, c'est de démolir les bâtiments qui représentaient donc enfin, l'État, hein, l'État algérien. Euh, c'est pour supprimer la mémoire, effectivement. Hein, c'est pour dire après, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Et malheureusement, beaucoup y croient, y compris des Algériens, hein, Gobs et là voilà, qu'il n'y avait pas de civilisation en Algérie. Donc, ceux On qui est ont amené la rigolo. civilisation, c'était la France. Oui, oui. Oui, oui, on va manger des cailloux et on se balade des presque nus, voilà, Oui, jusqu'à ce que la France salvatrice arrive et nous apprenne à nous dresser droit et manger, je sais pas, voilà, c'est caricatural, mais c'est très vrai. Et ça a été fait d'une telle manière et ça a été ficelé euh, tellement bien, je vais dire, que comme vous dites, il y a des Algériens qui ont fini par y croire, des Algériens eux-mêmes qui croient ce récit désormais. Oui, et c'est ça en fait, c'est ce que j'appelle un peu reconfigurer l'histoire en fait.
C'est de reconfigurer l'identité. C'est de changer le logiciel, en fait, dans nos esprits, au point où on a une vision tout à fait différente de ce qu'est la réalité. Voilà. Oui, oui, et d'ailleurs, ce que ça peut-être pas certain, c'est que lorsque la France a envahi l'Algérie, en fait, le taux d'alphabétisation en Algérie, il était au-dessus de 90%. Je crois qu'il était de 95% dans ces eaux-là. Alors qu'en France, c'était exactement le contraire, c'était peut-être 5%. C'était peut-être 5%. En tout cas, je suis à peu près sûr que c'était moins de 10%. Hein, donc voilà un petit peu l'état civilisationnel de l'Algérie et de la France en 1830. Hein, donc lequel était plus civilisé que l'autre en réalité, c'est pas celui qu'on croit. Hein. La France Mais était très forte militairement, oui. déjà dans la sauvagerie de l'entreprise guerrière, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Algériens ont combattu sur le terrain de guerre, les Français ont combattu, ont mené des opérations d'extermination de population. Et c'est ça, en fait, c'est à ce niveau-là déjà qu'on voit la civilisation, c'est-à-dire que les Français, ayant estimé que l'Algérien était inférieur, et donc quand il y a eu des batailles où ils étaient vaincus, mais ça déclenchait une espèce de frustration et de colère. Ça, bah, ah bon, c'est comme ça, bah alors on va raser tous les villages, on va tuer toutes les femmes, on va tuer les enfants, on va tuer le bétail, etc. C'est-à-dire qu'il y avait les règles. Alors, tout ce qu'on a appris sur la chevalerie française, etc., et tous ces codes d'honneur qui nous viennent du Moyen Âge, et les chevaliers de la table ronde, et la parole donnée, machin chouette, complètement tombe à l'eau dès qu'il s'agit d'opérer face à des gens qu'ils ont déshumanisés, décrétés ne plus être humains, ne plus être leurs égaux. Donc, ils ont combattu, par exemple, l'émir Abdelkader et tout. Puis, quand ils étaient vaincus, bah, de toute façon, on va raser tous les villages avoisinants. On va mettre des gens dans des caves, on va mettre le feu dans les caves. Ils vont mourir dans des conditions absolument atroces. Mais de toute façon, nous sommes civilisés. Eux ne valent rien. Donc voilà, c'est la sauvagerie et le manque de civilisation ne se résume pas qu'à l'alphabétisation, c'est même dans les actes de sauvagerie que l'on voit la civilisation. Et encore une fois, le monde arabo-musulman qui était multiculturel, qui était tolérant des autres religions, etc., a fait un bond en arrière par rapport à cela avec la colonisation. C'est la colonisation, en fait, qui nous a décivilisés, si vous voulez. C'est avec cette... Déjà, alors je rappelle que déjà, l'intolérance religieuse, c'est une importation européenne puisque c'est venu avec les croisades. Donc, en Palestine, en Terre Sainte, toutes les religions cohabitaient, etc. Les églises étaient protégées et tout. Et c'est ce fanatisme religieux qu'ont apporté les Francs, encore une fois, la France. Les Francs ont apporté ce fanatisme religieux et ont introduit l'idée de l'intolérance religieuse qui n'existait pas chez nous. Alors certes, l'administration, etc., était musulmane, les autorités étaient musulmanes, c'était la religion dominante, évidemment, mais la tolérance des autres religions, la pratique libre de culte existait chez nous depuis de tout temps. Et ce fanatisme religieux que aujourd'hui on décrète être propre à l'islam, à Daesh, etc., ça, c'est une importation de l'Occident et des Francs en particulier. Donc, à chaque étape, toutes ces choses-là qu'aujourd'hui nous associons au monde musulman, en fait, nous viennent des Occidentaux. Petite parenthèse aussi, je tiens à préciser que au Moyen Âge, on décrétait que l'islam était la religion des imposteurs. Pourquoi? Parce que l'islam donnait des droits aux femmes, notamment le droit à l'héritage. Et c'est et c'était une des accusations, c'est-à-dire qu'on décrétait que l'islam ne pouvait pas être véritablement la religion de Dieu, puisqu'elle donnait le droit aux femmes qui, selon Matthieu, est presque le vaisseau du diable. Alors c'est dire, donc l'islam était diabolisé pour les droits qu'il accordait aux femmes. Alors qu'aujourd'hui, justement, on associe l'islam, pardon, à une religion qui, justement, brime les droits des femmes. Donc, voilà comment, en fait, on reconditionne, on reconfigure l'histoire et l'histoire et l'identité des peuples par des discours mensongers et falsifiés. Il faut rappeler aussi que donc, le taux d'alphabétisation était aussi élevé en Algérie en 1830, c'est grâce au madrasa. Hein, madrasa, donc c'est l'école coranique. Et pourtant, les gamins, les jeunes qui sortaient de cette école, ils n'allaient pas s'exploser ou quoi, hein, évidemment. Hein, tout ça, c'est du baratin.
et puis, oui, donc le fait qu'effectivement, la France ne respectait pas les règles de base de la guerre, euh, déjà à l'époque, bah, c'est exactement ce que fait Israël aujourd'hui, parce que, donc là, ça fait plus d'un an, presque un an et demi, depuis le 7 octobre, et Israël n'a toujours pas éliminé le Hamas. Par contre, ils ont tué sûrement autour de 200 000 Gazaouis. Hein. Mm. Parce que voilà, ils ont pas de, c'est pas, ce qui les intéresse, c'est pas de faire la guerre. Ce qui les intéresse, c'est d'éliminer les Palestiniens, un peu comme la France à l'époque. Ce qui l'intéressait, c'était pas forcément de gagner la guerre, mais voilà, de soumettre par toutes les méthodes possibles et imaginables, y compris en massacrant effectivement les civils. Donc oui, c'est quand ils perdaient une bataille devant l'émir Abdelkader, bah, ils allaient effectivement se venger sur les civils. C'est exactement ce que fait Israël en Absolument. bombardant, voilà, en bombardant les civils, en faisant tomber des bâtiments entiers avec des gens dedans, en bombardant des campements et tout, avec des armes fournies par les États-Unis puis d'autres pays européens. C'est exactement ce qu'ils font, c'est exactement la même chose. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Français et plus largement d'Occidentaux aujourd'hui qui sont dans le déni, euh, qui n'arrivent pas à faire le parallèle entre ce que fait Israël aujourd'hui, qui les horripile, et ce que la France faisait en Algérie au 19e siècle. Hein. Absolument. D'ailleurs, il y a Rima Hassan, qui est qui est une parlementaire française d'origine palestinienne et qui a fait ce parallèle en disant ce qui se passe en Palestine, c'est un peu ce que la France a fait. Et même dans la gauche française pro-palestinienne, certains ont été choqués par ces propos en disant non, 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 on n'a jamais fait ça. C'est dire à quel point ils ne comprennent, ils ne connaissent pas leur propre histoire, encore une fois. Ils ne savent pas ce que la France a réellement fait en Algérie, surtout au début de la colonisation. C'est-à-dire que, encore, pendant la guerre, il y a eu la torture, il y a eu, au lendemain du 8 mai 45, il y a eu des villages rasés, etc., en Kabylie, autour de Sétif, etc. Donc, les crimes coloniaux, même durant la guerre. Mais la campagne de colonisation était d'une barbarie incomparable, et enfin comparable si certainement justement à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, sauf qu'il faut reconnaître qu'en plus à Gaza ce sont des armes beaucoup plus sophistiquées, donc ce que fait une bombe israélienne, bien sûr ça a beaucoup plus d'impact, mais le projet en lui-même et le manque de respect pour la vie humaine du Palestinien, elle est exactement celle que les Français avaient envers les Algériens, absolument. Quand on connaît le vrai visage du colonialisme, en fait, c'est pas étonnant du tout. Mais voilà, c'est toujours l'histoire de mémoire. Hein, c'est ce que disait Yal Sivan d'ailleurs, c'est que la mémoire, c'est beaucoup d'oubli. Hein, c'est pour ça qu'il y a tellement de Français qui, quand Rima Hassan dit que en fait, ce que fait Israël, c'est exactement ce que faisait la France en Algérie, il y a beaucoup qui sont choqués, même des gens soi-disant de gauche. C'est parce que eux, la mémoire qui leur a été inculquée, ben voilà, c'est une mémoire qui contient beaucoup d'oubli, hein, beaucoup d'effacements. Mais même Et aussi du côté algérien. Du oui, côté algérien, vous avez des. Moi, il y a un phénomène qui me dérange terriblement sur les réseaux sociaux. Je sais pas, ça s'est peut-être estompé depuis quelque temps. C'était de voir des jeunes qui sont nés après 80, 90, même 2000. Vous montrer des jolies photos d'El Biar dans les années 50 avec la femme gantée, chapeautée, machin chouette et dire oh, ya Sarah, Alger, comment c'était. Mais toi, tu n'y étais pas dans ces beaux cafés. Toi, tu ne te baladais pas comme ça. Toi, tu étais le cireur de chaussures. Toi, tu étais la Fatma. Et c'est pour ça qu'il y a eu une guerre. Donc, la mémoire, en fait, l'oubli est des deux côtés souvent. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans cet oubli, dans cet espace d'oubli, vous avez des gens qui arrivent à ranimer la flamme du berbérisme ou des idéologies françaises parce qu'ils n'ont plus la mémoire de ce qui s'est produit pendant la guerre, pendant la période coloniale. On a enjolivé le récit en faisant croire que bah, tout le monde parlait avec un accent chantonnant et mangeait des pains aux fleurs d'oranger, que c'était très sympathique et on s'entendait tous. Alors qu'il y avait le statut d'indigénat, il y avait l'injustice, il y avait toutes ces choses-là. Donc l'oubli est parfois des deux côtés et cet oubli, d'un côté comme de l'autre, permet de reproduire les mêmes erreurs ou d'oublier les erreurs qu'ils font
que l'on n'apprend pas, on n'avance pas dans le bon sens à l'avenir. Donc oui, l'oubli est un problème, en effet. C'est ce qu'on appelle la colonialité, c'est-à-dire c'est ce qui reste après la décolonisation. Hein, donc ce qui va rester après la décolonisation, la soi-disant indépendance. Et ben c'est la colonialité les anciens colonisés. Et ben ils vont toujours se comporter comme des colonisés ou pour les plus ambitieux d'entre eux comme des colonisateurs, c'est-à-dire comme le disait Frantz Fanon, hein, le fantasme du colonisé, c'est de prendre la place du colonisateur. Hein. Et voilà, c'est un peu ce qu'on, enfin, nous, Algériens, vous et moi, on connaît ça très bien, malheureusement. D'ailleurs, on va en parler. Ben justement, dans votre ouvrage, vous citez Alain Ruscio, qui, dans son ouvrage Le Credo de l'homme blanc, écrit que le berbère est un merveilleux cadeau de l'histoire aux colonisateurs. Ce cadeau, que mentionnait Alain Ruscio dans cette phrase, ce cadeau a-t-il encore des effets aujourd'hui, à votre avis, en Algérie puis ailleurs en Afrique du Nord? Et si oui, sous quelle forme? Eh bien, oui, il existe encore. Ça a créé cette clique, pas francophone, mais francophile surtout, qui, dont je parlais justement, qui voit désormais la période coloniale comme étant presque bon, ben, c'était pas si méchant que ça. Ben, au contraire, d'ailleurs, tout le monde s'entendait, on était bien, etc. et tout. Donc, qui a effacé en fait les traces, les crimes coloniaux, qui l'amoindrit surtout. Et c'est par le biais du berbérisme. Alors, je vais citer quelqu'un qui est aujourd'hui, qui a un peu défrayé la chronique, qui n'est a priori pas, à ma connaissance, en tout cas, qui n'est pas kabyle-berbéri, si vous voulez. Kamel Daoud est un peu le produit de cette pensée-là. Il tient exactement ce discours. Il reproche à l'Algérie de revenir sans cesse sur son passé, alors que lui a construit toute sa carrière post-Algérie sur cette obsession de l'Algérie par rapport à la France. Donc on est dans cette contradiction extraordinaire. Il diabolise tout le temps l'arabe, le musulman, comme avec son infâme chronique de 2015-2016 après les événements de Cologne. Donc c'est véritable. Et lui et ce produit-là, il a d'ailleurs toujours, quand il avait cette chronique sur le quotidien d'Oran, qui était une chronique très sympathique, où il parlait un peu des problèmes du quotidien algérien, etc. Il n'était pas encore, il n'avait pas sombré encore dans cette espèce de francophilie, islamophobie, autoflagellation du colonisé qui est la sienne aujourd'hui. Mais il avait un regard peut-être assez lucide sur certaines lacunes de la société algérienne, certainement, mais il est le produit, il insistait tout le temps sur le fait que, par exemple, l'arabité des Algériens, c'était le produit du système. Comme si en 62, des Algériens se sont réveillés, on dit, ah, ben, tout d'un coup, je commence à parler arabe, tout d'un coup, je suis arabe, tout d'un coup, je viens d'une tribu arabe. C'était ce discours berbériste qui a décrété, par exemple, que l'arabité de l'Algérie, que n'était une création que du système post-indépendance, qui est bien évidemment ridicule. C'est pas venu de nulle part, ni nos noms, ni nos traditions culinaires, ni les tribus arabes qui existent, comme les tribus berbères existent également, bien sûr. Et donc, il a tenu ce discours qui est le pur produit du discours berbériste. Et lui encore, c'est mieux, c'est un peu comment on appelle ça, c'est un peu j'allais dire le Django, comme on disait le Malcolm X quand il parlait the house slave, l'esclave de maison. C'est-à-dire, c'est celui qui a absorbé le discours colonial et le défend particulièrement pour bénéficier de ses avantages. Il représente cela. Et ce discours colonial, il s'est imposé en Algérie, au Maghreb, par le biais du berbérisme. C'est d'abord par les berbéristes qu'on a eu cette francophilie, ce désir de réécrire l'histoire d'une manière très particulière, etc. Tout ça est venu du berbérisme. Ça ne veut pas dire que tous étaient, je veux dire, kabyle-berbère, puisque la matrice du berbérisme vient de Kabylie. Kamel Daoud n'est pas kabyle, mais il est incontestablement un berbériste et il est un parfait exemple de cette approche-là et de cet intellectualisme francophile qui a donné voilà, le résultat que nous voyons aujourd'hui. Moment, les dégâts du colonisateur, ben, ils se finissent pas lorsqu'on dégage physiquement le colonisateur. Ben, il reste assez longtemps après. Et alors que concernant la colonialité, je renvoie tout le monde à l'interview de Lisa Quiroz, hein, où on parlait justement beaucoup de ça.
Alors ensuite, je voulais vous demander ce que vous pensez de l'influence contemporaine du berbérisme sur l'État algérien, et est-ce que ça a déterminé à un certain degré ou à un autre le soutien matériel de l'Algérie à la Palestine depuis le 7 octobre? Soutien qu'on pourrait appeler timide, hein. Alors c'est vrai qu'au niveau diplomatique, l'Algérie a fait beaucoup d'efforts, hein, c'est sûr. Mais voilà, l'Algérie, c'est l'Algérie quand même, hein, donc énorme producteur de ressources énergétiques, hein, le gaz notamment, pour alimenter des pays européens comme la France, mais pas que. Donc la France qui soutient Israël, hein, de manière inconditionnelle, comme disait Macron. Et on pourrait imaginer, enfin, on aurait pu imaginer que l'Algérie allait jouer de ces leviers, hein, pour ne serait-ce que forcer des pays comme la France à arrêter d'envoyer des armes à Israël, ce qui serait déjà pas mal, mais bon, c'est pas trop arrivé. À votre avis, est-ce qu'on peut établir un lien, est-ce qu'il y a un lien entre cette mythologie, cette idéologie berbériste qui donc a, comment dire, qui donc a été adopté par l'État algérien, hein, et puis donc la réponse de l'État algérien à cette situation, hein, depuis le 7 octobre 2023 en Palestine. Alors, j'avoue que c'est une question très difficile parce que officiellement, l'Algérie reste résolument pro-palestinienne et dans les paroles, du moins, comme vous le dites, la diplomatie algérienne s'est énormément investie pour défendre la cause palestinienne. Dans les actes, encore une fois, tout à fait d'accord, les actes ont été timides pour ne pas dire inexistants. On a continué à fournir les principaux alliés d'Israël. On se souvient que Mélanie, par exemple, a été la première à aller embrasser Netanyahou après le 7 octobre. Et on fournit du pétrole et du gaz à l'Italie. Et d'ailleurs, le Yémen, qui aujourd'hui agit et attaque Israël, se fait à son tour bombarder par les Américains et les Britanniques qui font escale et qui attaquent le Yémen à partir de bases en Italie. Donc, une partie de moi me dit ils sont ravitaillés en fioul algérien. C'est difficile à admettre, mais c'est cela. Est-ce que c'est une conséquence de... Alors, aussi, il faut aussi comprendre que les politiques algériens ont évolué en âge, c'est-à-dire que la génération qui était panarabiste, qui était pour une solidarité, a vieilli, voire même est morte, et que cette nouvelle génération qui a grandi avec les titres francophones comme Liberté, comme Le Matin, etc., qui ont tenu et formaté un discours violemment berbériste pendant très très longtemps, et occupe aujourd'hui de hautes fonctions dans l'État algérien. Elle est incontestablement imprégnée de tous ces mythes. Et elle a avalé, et on le voit aujourd'hui aussi encore dans cette diabolisation de tout ce qui est arabe dans le discours de certains Algériens, mais d'une violence, hein, c'est-à-dire que vraiment, si vous dites le mot arabe devant certains, c'est brandir un chiffon coloré devant un taureau. Il y a une réaction, mais d'une virulence extraordinaire, même chez des intellectuels, etc. Donc c'est assez virulent. Certains de ces gens-là occupent de hautes fonctions, absolument. Mais en même temps, on voit aussi que l'opinion en Algérie, elle reste résolument pro-palestinienne. J'ai du mal en fait à répondre à cette question parce que je trouve que la timidité de la réaction par rapport à ce qui se passe, elle est autant politique que même sociale. Je vous donne un exemple. Carrefour, qui est l'ancienne française qui a été pro-israélienne dès le début, où le patron a offert aux soldats, hein, même pas une œuvre caritative, même pas une maison de vieux, même pas pour la reconstruction d'un hôpital, aux soldats israéliens. Carrefour existe en Algérie et Carrefour n'est pas boycotté. Vous allez à Carrefour, il est encore rempli, les Algériens le fréquentent encore. Donc c'est très étrange. J'étais là, je vous parle d'Angleterre, mais j'étais de janvier à novembre, j'étais à Alger. Dans tous les restaurants, là où j'allais, on servait du coca, etc. Et quand je disais au serveur non, je ne bois pas, je boycotte, on me regardait d'un air de dire, elle est ringarde celle-là, vraiment, franchement. Ouais. Donc c'était l'attitude, oui, se résume même au niveau social à peut-être mettre un drapeau sur son profil Facebook ou quelque chose comme ça, mais on n'est pas véritablement prêt à aller au-delà.
Et peut-être que la classe politique qui reflète l'opinion, parce que vous savez, on a les dirigeants qu'on mérite, ce sont nos dirigeants, ils viennent du cru, ils viennent de notre société. Nos dirigeants, nos politiques, nos ministres, ils ne sont pas venus de Russie ou du Togo, ils sont algériens, donc ils sont le produit de la société algérienne, ont évolué dans ce même sens, et donc leur soutien à la cause palestinienne reflète un peu cet aspect algérien aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, c'est triste, c'est affreux, je vais mettre un drapeau et tout, mais ça ne va pas aller plus que ça. Hein. Pas pour autant que je vais sacrifier mon Coca ou mon Carrefour, etc. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai observé. Est-ce que c'est lié au berbérisme? Je ne dirais pas complètement. Peut-être que l'Algérie n'a plus véritablement les moyens de sa politique. Peut-être qu'elle n'a pas aussi osé s'affirmer davantage sur la scène internationale. Parce que, par exemple, quand certains ont parlé de stopper l'importation du pétrole, la réponse en Algérie, ça a été de dire oui, l'Algérie l'a proposé, mais l'Arabie Saoudite s'est opposée. Mais je me moque de l'Arabie Saoudite. L'Algérie est un pays souverain, avec son histoire, avec son importance. Il n'a pas à demander l'autorisation à l'Arabie Saoudite. Donc, si l'Algérie a envie de faire ça, et puis au fait, peut-être que si elle avait réellement fait sans faire appel au soutien des autres, ça aurait fait effet boule de neige, il y aurait eu pression aussi des opinions publiques dans les autres pays de dire, ben, vous voyez, l'Algérie, regardez, ça a été très courageux, et ça aurait fait boule de neige. Je ne sais pas. En tout cas, elle n'a pas franchi ce pas de manière aussi déterminée. Je ne pourrais pas dire que c'est véritablement le rôle du berbérisme dans la mentalité de l'Algérie, mais je reconnaîtrai incontestablement que les effets du discours berbériste s'est incontestablement infiltré dans les esprits des Algériens à partir de cette génération montante de la classe politique dirigeante algérienne, et que ça a un effet, disons, qui atténue la ferveur pro-palestinienne qui était la nôtre d'il y a 40 ans. C'est vrai qu'il y a, oui, il y a 40 ans, enfin, la réponse de l'Algérie aurait été totalement différente, était d'ailleurs totalement différente. À votre avis, voilà, comment va évoluer la situation en Algérie avec ce problème du berbérisme? Mais voilà, à vous entendre, c'est plus large que le berbérisme, hein, enfin, c'est ce qu'on appelle la colonialité, c'est-à-dire voilà, c'est les colonisés qui n'ont enfin, oui, qui épousent les mythes du colonisateur et puis qui sont pas conscients de leur place dans l'histoire, de leur capacité à agir, etc. Donc, est-ce que vous avez ressenti une espèce de pourrissement à ce niveau-là, je sais pas, sur les 20 ou 30 dernières années? Alors bien sûr, je sais que l'État, l'État algérien a minutieusement saboté le système éducatif jusqu'au niveau supérieur depuis assez longtemps maintenant. Voilà, et ça a sûrement contribué. Mais voilà, est-ce que vous avez vu une dégradation de la situation dans la société algérienne pour le coup? Et c'est vrai que enfin, les politiques algériennes, ben, ils viennent de la société, vous avez raison, ils ne sont pas importés d'ailleurs. Voilà, est-ce que vous avez constaté un pourrissement de la situation à ce niveau-là, au niveau de la conscience un peu historique et de la capacité à agir et comment dire, de la conscience, oui, des méfaits de la France, déjà à l'époque coloniale, et de l'importance de les combattre toujours aujourd'hui, y compris ces mythes-là comme le berbérisme. Incontestablement, je ne peux pas être plus d'accord avec ce constat, tellement il est criard. Alors, il y a un exemple qui revient souvent à la surface, c'est cette, je crois que c'était une institutrice à une école primaire et qui disait aux enfants, c'est un petit détail, hein, mais elle leur dit, vous savez que l'homme Amazir, il est antérieur à Adam et Ève, et elle porte le hijab. C'est une vidéo qui a circulé. Hein, c'était c'est la vérité. C'est choquant. Et c'est choquant à plus d'un titre parce qu'elle porte le hijab, donc ça implique qu'elle est musulmane. Donc par rapport à Adam et Ève, je ne sais pas par où débuter. Mais ce type de mensonge et de mythologie est infiltré à tous les niveaux. Et ce qui s'est passé, ça a été très flagrant avec le dernier mandat de Bouteflika. Je pense que Bouteflika n'était plus véritablement au pouvoir. Cette clique qui était
qui l'entourait, qui dirigeait essentiellement le pays à ce moment-là, et qui avait grandi avec le journal Le Matin, le journal Liberté, Al-Watan, etc., a complètement été imprégnée de cela et elle a encouragé ce discours-là, d'autant qu'on a toujours estimé en Algérie que seule la Kabylie était frondeuse, et donc pour maintenir le statu quo et s'assurer que le cinquième mandat de Bouteflika allait passer facilement, il fallait pacifier la Kabylie, et pour pacifier la Kabylie, on s'était mis, c'était vraiment flagrant au quatrième mandat, on a fait toutes les concessions, donc on a officialisé le soi-disant nouvel an berbère, Yenneyer. On passait des émissions sur la télé algérienne parlant de Chechonk, avec une date qui est sortie de nulle part. C'est grotesque, mais c'est la vérité. Mais tout ce qui était caricatural dans le berbérisme, mais absolument tout, c'était imposé comme une réalité incontestable. Et les médias, donc d'une part les titres privés qui ont toujours favorisé ce discours, ont trouvé une alliance avec la télévision d'État, et ça a créé cette espèce de mouvement identitaire culturel où toute cette nouvelle génération montante a donc grandi avec cette histoire de Chechonk, de Nair, etc., sans véritablement comprendre d'où ça venait. Hein. Parce qu'en plus de ça, il n'y a jamais eu, c'est ce que je dis toujours, il n'y a jamais eu ni débat, ni même de conversation pédagogique. C'est-à-dire quand on nous a dit Nair, c'est le nouvel an berbère. À aucun moment, les gens ont dit mais comment ça se fait qu'il y a 5 ans, la moitié de l'Algérie n'en avait jamais entendu parler. Si c'est un nouvel an millénaire, comment expliquer, je le dis, je le répète, je sais qu'on va un truc, apportez-moi une photo de 2010. Je ne vais pas loin, je ne suis pas en train de dire 1910, je ne suis pas en train de dire 1905. Apportez-moi une photo de 2010 d'une fête de Nayel en Kabylie. Vous n'allez pas trouver, ça n'existait pas. Apportez-moi un récit, un poème dans l'oralité kabyle qui me chante Massinissa ou Chechonk. Il n'y en a pas. Ça ne fait pas partie de notre culture, de notre identité, de notre patrimoine oral et historique. Toutes ces choses-là se sont imposées. Aujourd'hui, vous avez des gens qui parlent de Massinissa comme un héros. Et ça, je me dis, c'est quand même triste parce que les livres d'histoire existent. C'était un félon. C'est un homme qui a trahi Hannibal. Et l'histoire de sa trahison est restée dans les annales de l'histoire de l'Antiquité, puisqu'on la prenait en exemple, puisqu'il a trahi Hannibal sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'il lui a promis son aide, et à la Zama, au moment de livrer bataille, il s'est rangé auprès des Romains. Et voilà que désormais, on célèbre un homme réputé pour sa trahison. Et d'ailleurs, c'est aussi pour parler du formatage berbériste, pourquoi les Berbères prennent personnellement toute critique de Massinissa. Un type de l'Antiquité dont la moitié de l'Algérie n'avait jamais entendu parler il y a 50 ans. Les gens maintenant, vous avez certains, en particulier en Kabylie, il faut le dire, si vous dites que Massinissa est un traître, ils prennent ça personnellement et ils vous traiteront d'être anti-kabyle. Il n'a rien à voir avec la Kabylie. Il ne régnait pas sur la Kabylie. La Kabylie en tant que telle n'existait pas. Sa capitale, c'était d'ailleurs Constantine, c'était Sirta. Donc, quel rapport? C'est le formatage. C'est le formatage où on a créé une personnalité qu'on a associée à la Kabylie et qu'on a décrété être la représentante en fait de la kabylo-berbérité. Donc ce formatage existe à tous les niveaux, il s'est imposé à tous les niveaux. On a une statue désormais de Massinissa sur la place d'Alger, très grande d'ailleurs, avec tous les personnages qu'on pourrait avoir, avec toutes les personnes qu'on devrait célébrer. Massinissa, pour moi, n'est certainement pas le premier choix, mais voilà. Donc, c'est dire que l'influence est très importante. Elle a été faite avec le gouvernement durant le dernier mandat de Bouteflika. J'aurais espéré voir qu'avec ce qu'on appelle la nouvelle Algérie, que l'on tourne la page justement sur ce chapitre-là. Mais je pense parce qu'il y a tellement de personnalités kabyles qui ont des relais en France, qui savent qu'ils peuvent déclencher des crises médiatiques, comme ça a été le cas par exemple pour l'affaire Boualem Sansal, par exemple,
qui peuvent créer des espèces de mouvements importants. Donc l'Algérie officielle est toujours dans cette position de ménager ce mouvement idéologique et donc ne le combat pas comme elle le doit. Et ce qui m'attriste peut-être le plus, c'est de voir que on a tué le débat intelligent politique en Algérie au point où aujourd'hui, vous avez toute une génération qui ne pense plus. Il n'y a plus de débat politique en Algérie. Et je vais vous donner un exemple en fait simple. Si vous réfléchissez, si vous imaginez qu'en 2019, un jeune adolescent avait 13 ans. C'est vraiment le moment crucial où on forge son opinion, où on découvre ses convictions, etc. Et donc de 13 ans, aujourd'hui 18 ans, 5 ans plus tard, en âge de voter, c'est une personne, une jeune personne qui n'a vu que les réseaux sociaux, que les personnalités qui disent des vulgarités, etc., qui n'a vu aucun véritable discours politique intelligent, aucun débat historique de qualité et qui n'a grandi qu'avec ses mythes et ses mensonges. Et on est en train de forger une génération d'abrutis. Le terme, je l'emploie vraiment pas à la légère, mais véritablement une génération d'abrutis. Et c'est un héritage, pas nécessairement du berbérisme, mais de la méthodologie berbériste, c'est-à-dire de tuer le débat, de s'opposer à toute approche pédagogique, de mettre en cause toute personne qui a envie de parler ouvertement de n'importe quel sujet, sereinement, etc. Cette méthode, que j'appelle la méthode sioniste ou berbériste, elle a tué le débat et elle a tué un peu l'échange intelligent et elle a ruiné toute une génération. Oui, c'est de l'endoctrinement, hein, pur et simple. Et d'ailleurs, ben, comme je le disais, donc j'ai été exposé comment dire, à la mythologie berbériste, hein, en grandissant, et c'est vrai à partir des années 90, des années 90, comme vous le disiez, que ces mythes-là sont apparus. Et ces berbéristes-là, donc dans ma famille, pas immédiate, mais voilà, pas trop loin non plus, ben, en fait, en réalité, c'est des personnes qui se détestent profondément, en réalité, parce que, je vais vous donner un exemple, c'est des gens qui ont cherché et qui ont souvent réussi, parce que de toute façon, c'est pas très compliqué, à se marier absolument avec des Européennes. C'est-à-dire, c'est des gens qui voulaient s'éloigner au maximum de leur algérianité et que leurs enfants, bah, ils soient déjà au moins un peu plus loin que même de l'algérianité. Donc ça, voilà, c'est une détestation profonde de soi qui est derrière ça. Mais ça, c'est classique, hein. Le colonisateur, bah, il répète au colonisé jour et nuit depuis son plus jeune âge que le colonisé ne vaut rien, hein, qu'il vaut rien, qu'il sait rien faire, qu'il fait tout mal et tout. Donc voilà, malheureusement, les gens, certaines personnes en tout cas, finissent par absorber toute cette projection négative. Et c'est des gens aussi, par exemple, qui n'ont jamais eu un mot de soutien aux Palestiniens. Hein, et donc c'est pour ça, le titre de votre ouvrage, Berbère de Sion, moi je trouve il est génial, parce que moi il m'a parlé tout de suite. Hein. J'ai pas, sans lire l'ouvrage, je me suis dit, ah, tiens, ça c'est intéressant. Pour la petite parenthèse aussi, je remercie les élites algériennes qui vous ont censuré votre ouvrage, Berbère de Sion, parce il avait été censuré à l'occasion du Salon Ouais. du Livre, hein, n'est-ce pas? Alors, je les remercie parce que c'est grâce à ça que j'ai entendu parler de votre ouvrage. Donc, franchement, je leur dis merci beaucoup. Et j'ai acheté plusieurs exemplaires que j'ai offerts. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Et donc, oui, donc c'est des gens qui sont dans la détestation de soi, hein, ces berbéristes. C'est des gens qui n'ont pas un mot de soutien, même un mot, hein, parlons pas d'action, mais en termes de soutien, pour la question palestinienne, ils ne commentent pas du tout. Hein, ils ne commentent pas du tout. Et bon, je soupçonne qu'ils sont pro-israéliens parce que comme ils ont intégré cette histoire de hiérarchie là, avec des races supérieures et des races inférieures, en fait, qu'une race supérieure nettoie, entre guillemets, une race inférieure, bon, c'est l'ordre des choses. Et dans leur tête, c'est vraiment normal. Dans leur tête, c'est vraiment normal. C'est la normalité, en fait. Il n'y a pas de... Voilà. Et, euh, et c'est des gens aussi Je qui... pense, Mhm. Allez-y, oui. je pense aussi que le berbérisme se construit sur la haine de l'arabe. Ça, c'est un élément fondamental. Et donc, comme ils n'arrivent pas à dissocier la cause palestinienne de l'arabité, ils ont la haine de la cause palestinienne par rapport à cela. Or,
Quand on voit la cause palestinienne, certes, il y a une solidarité arabe et musulmane, oui, je veux bien, mais c'est une cause humaine aussi. On a vomi l'apartheid en Afrique du Sud sans nécessairement être noir, sans nécessairement être africain. Donc, c'est l'injustice qui frappe avant tout. Évidemment qu'il y a une approche particulière parce que nous avons des affinités, mais c'est cela. Et donc, ils rejettent la cause palestinienne. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent l'arabité. Comme je l'ai dit, mais il y a une haine. Je peux honnêtement, je vous invite à écrire je suis arabe sur un forum algérien ou dire ah je suis content j'adore la langue arabe ou n'importe quoi et vous allez voir les réactions qui sont d'une virulence extraordinaire mais c'est fascinant donc il y a ce côté-là. Il y a aussi le fait que quand ils sont organisés de manière politique, le soutien de la France ne viendra que dans la mesure où ils soutiennent un discours et islamophobe ou un rejet d'islam et pro-israélien. Donc en fait, c'est une transaction. Ils vendent leur âme, plutôt leur cause, pour s'assurer du soutien de la France. Ils savent très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire, c'est-à-dire rejeter et l'islam et la cause palestinienne. Et ils font cela, même si au fond, parce que je ne pense pas que l'on puisse regarder ce qui se passe à Gaza et quelle que soit votre religion, votre absence de religion, votre ethnie et tout, vous ne pouvez pas voir ça et trouver ça normal ou ne pas être poussé à une réaction. C'est vraiment que vous êtes poussé, vous êtes dos au mur parce que vous êtes vendu idéologiquement et que pour avoir ce soutien politique, vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas dire pour continuer à en jouir. Donc, il y a aussi de cela, je pense, cette transaction un peu qui fait qu'ils ont abandonné la cause palestinienne. Oui, mais je vous parle de ça dans un, comment dire, dans la vie privée, c'est-à-dire ces personnes-là, elles avaient pas d'enjeu de ce genre à exprimer leur soutien aux Palestiniens ou quoi, ou leur choc ou quoi. Mais pourtant, voilà, c'est des gens qui ne disent rien. Et non, non, franchement, je pense que vraiment, enfin, ayant fréquenté certains, comme je le disais, de très très près, ben non, non, je pense vraiment ils sont totalement insensibles, Formaté. oui, insensible à ce qui est arrivé aux Palestiniens déjà avant et puis je pense aussi depuis le 7 octobre. Euh, c'est des personnes qui ont été vraiment déconnectées d'elles-mêmes. Et puis, on a même un, il n'y a pas longtemps, ah ben justement, quand Macron, pendant le Covid, quand Macron, il lançait comme ça des nouvelles lois, etc., des trucs qui punissaient la population française un peu plus, il y en a un qui m'a dit, ça y est, c'est bon, il faut voter Le Pen. Hein, il faut voter Le Pen. Mais vraiment, de manière convaincue. Non, non, mais c'est pour vous dire, non, mais non, mais franchement, je pense qu'ils sont totalement insensibles à ce qui arrive aux Palestiniens et ils sont dans la profonde détestation de soi. Et je pense vraiment qu'ils n'ont pas de problème à voter Le Pen. Pour certains, ont voté Le Pen. Pas Mais sur ce point, je suis complètement d'accord. Oui, oui, d'ailleurs, il y a énormément de militants de base au Front National maintenant qui sont kabyles et oui, qui ont complètement, qui se persuadent, selon le discours français, que eux sont différents des autres Algériens, parce que le discours français est construit énormément là-dessus. Et d'ailleurs, je souligne un peu cette contradiction dans Berbère de Sion quand je dis que beaucoup de Kabyles sont fiers de dire ah oui, la Kabylie a beaucoup contribué à la guerre d'Algérie. Et tout en étant francophile, ce qui ne tient pas la route, parce que je ne sais pas comment on peut d'un côté se dire ah, je suis fier d'appartenir à une famille révolutionnaire et tout, et puis être profondément pro-français. Ce sont deux choses qui me dépassent. Donc c'est cette contradiction, parce que bien sûr il y a une aura par rapport à un combat révolutionnaire, c'est bien, ça apporte des avantages, mais en même temps, voilà, ils ont complètement... C'est Bernard Lugan d'ailleurs, Bernard Lugan, et ça c'est l'héritage du discours de Bernard Lugan, qui est ce raciste, d'ailleurs il a été condamné pour racisme à maintes fois, surtout par rapport à ce qu'il a écrit sur l'Afrique en général, qui est très pro-marocain, protectorat marocain j'entends bien sûr, et qui est très anti-algérien, si ce n'est qu'il adore les Kabyles. Et d'un côté, alors son discours est très étrange parce qu'il va vous dire ah, les Kabyles, ils ont combattu, mais les Kabyles sont nos amis, mais les Kabyles sont mieux, mais les Kabyles sont plus proches de nous, etc. Donc c'est cette contradiction qui est entretenue et qui est véritablement au cœur du discours
du discours berbériste made in France. C'est-à-dire que on te tape sur la tête et tu es le bon petit, voilà, nous on t'aime bien, tu es notre favori. Et ceux qui ont absorbé cela sont là tout contents d'avoir l'approbation du maître colonial, en fait. Le berbérisme est assez dangereux parce qu'il y a quelques années, il y avait un jeune qui avait été lynché, hein, donc Jamel Ben Smaïl. Il a été lynché en Kabylie dans des circonstances absolument atroces. Parce qu'en fait, il était allé en Kabylie pour aider dans la lutte contre les terribles incendies qu'il y avait eu. Je crois que c'était en 2021. Hein. Et Ok, voilà. oui. Oui, ben, est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Parce que c'est assez illustratif des conséquences de cet endoctrinement, de ces idéologies extrêmement dangereuses comme le berbérisme. Ça a été d'ailleurs un tournant, je pense, dans l'histoire de l'Algérie contemporaine par rapport au réveil qui a eu lieu par rapport au berbérisme. Donc, on est en 2021, il y a des incendies. Mois d'août, donc grande chaleur, incendies dévastateurs à travers beaucoup de régions d'Algérie, notamment en Kabylie. Ces incendies se sont avérés être particulièrement dévastateurs donc en Kabylie. Et donc, il y a eu un élan de solidarité de toute l'Algérie envers la Kabylie. On a envoyé des camions, on a envoyé des dons, etc. Et des gens se sont portés solidaires pour aller participer aux efforts pour aider les habitants ou même participer à éteindre le feu. Et donc, Jamal Ben Smaïn, c'était un blogueur. En fait, il était présent sur les réseaux sociaux, il était musicien, etc. Et il a voulu ramasser des dons et participer donc aux efforts de soutien à la Kabylie. Et il arrivait de la wilaya c'est Ain Defla, je pense. C'est-à-dire, je précise pourquoi, parce que sa voiture avait sur l'immatricule porté le nom de sa wilaya. Et il arrive et le bruit circule comme quoi il aurait été l'un des pyromanes ayant déclenché les incendies. Donc, il est arrêté et au moment où on le transfère au commissariat, une foule, la rumeur ayant fait son travail, on décrète qu'il était coupable, absolument coupable, et la foule s'empare de lui, le torture pendant plusieurs heures, se filme en train de le torturer, on lui fait boire de l'essence, on le frappe, on le tabasse à coups de pelle, il meurt après un supplice qui dure plusieurs heures. Ensuite, on voit des gens qui appellent à décapiter sa dépouille. Ensuite, on met le feu à sa dépouille. Et là où ça prend une tournure profondément idéologique, c'est que à côté de son cadavre fumant, donc quand il a été mis à mort, il a été tué, on n'a pas dessus, pas par respect pour cacher le cadavre, mais à côté, donc un caractère revendicatif, on a mis le drapeau berbère. Et le soir même, donc quand ça a circulé, parce que les images ont circulé, les gens se filmaient l'acte fièrement et faisaient circuler ça, et ça a circulé. Donc quand ses amis, sa famille a vu l'horreur et a rappelé que c'était un jeune homme qui était vraiment pas d'une mouvance quelconque, au contraire, il était là-bas pour aider, etc. Ça a eu un effet, l'opinion algérienne s'est véritablement enflammée. Et les auteurs du crime, ceux qui ont participé donc à son lynchage, se sont filmés en disant non, 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 je revendique absolument, oui, je sais qu'il était coupable parce que sa voiture était immatriculée à Ain Defla. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas de Kabylie et qui arrive à Kabylie est automatiquement coupable à leurs yeux. Et ça, je le dis et je le répète, ça, c'est le produit de ce berbérisme virulent qui a, qui a fait sombrer une partie de la Kabylie, pas toute la Kabylie, bien évidemment, mais une partie de la jeunesse kabylie dans une haine viscérale de tout ce qui est non kabyle. Il y a un discours je dirais anti-arabe ou anti-algérien en Kabylie qui est très, très, très fort et qui, dans son, dans son exemple extrême, nous a donné l'affaire Jamal Ben Smaïn. C'est-à-dire que quand vous avez des jeunes qui ont grandi toute leur vie, où on leur a dit, à chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois qu'il y avait des difficultés, c'est les Arabes, c'est les Algériens, c'est Alger, c'est tout le monde vous déteste, etc. Ça a donné cette jeunesse hargneuse qui a pris un jeune homme qui leur ressemblait, qui parlait comme eux, qui était à tout point de vue eux en fait, et qui l'ont tué dans des circonstances absolument abjectes. C'est un meurtre, c'est le résultat du terrorisme berbériste en fait. Et ce qui est triste, c'est que
Je trouve que les autorités, certes, elles ont condamné les coupables, évidemment, et à de lourdes peines, ce qui était tout à fait justifié, mais il n'y a pas eu ce discours nécessaire, ce débat nécessaire pour avoir une conversation importante sur ce qui s'est produit, sur les motivations. On a accusé le MAC, peut-être que les militants étaient maquistes, le parti indépendantiste de Kabylie, peut-être, certainement, je n'en doute pas, mais c'est l'idéologie derrière, c'est-à-dire c'est cette pensée cette manière d'inculquer à des jeunes Kabyles que tous leurs problèmes, c'est les non-Kabyles, qu'ils ont raison d'haïr les autres Algériens et tout, qui n'a pas été abordé et qui au final continue et c'est dangereux parce que les conséquences de l'affaire Djamel Besmele, les auteurs ont été accusés, ont été condamnés, mais la pensée n'a pas disparu en fait. La pensée qui a mené au meurtre de Djamel Besmele est toujours existante en Kabylie, malheureusement. Ce massacre, ce lynchage, bah, rappelle ce que font les soldats israéliens parce qu'ils étaient tellement convaincus de ce que ce qu'ils font. Ils sont tellement convaincus de ce qu'ils font en massacrant des Palestiniens qu'ils se filment et mettent des vidéos sur TikTok en rigolant, en mettant de la musique et tout. Alors qu'au même moment, donc là, ils sont en train de massacrer des gens, hein, voilà, des civils en l'occurrence, hein, parce que eux, soi-disant, sont des militaires. Hein. Bien sûr, c'est interdit de s'attaquer à des civils. Mais voilà, ils se filment eux-mêmes en train de commettre des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Et voilà, donc c'est ce qu'ont fait ces gens-là, hein, les tueurs de Jamel Ben Smaïl. Ils se sont filmés en train de commettre leur meurtre. Et donc voilà, ce que vous dites, c'est que même après que l'affaire soit sortie, ils faisaient des vidéos pour revendiquer. Hein, donc là, voilà, ils sont convaincus. C'est pour ça que c'est de l'endoctrinement. Hein, c'est de l'endoctrinement et ça conduit vraiment à une déconnexion par rapport à la réalité. C'est pour ça que ces des idéologies sont extrêmement dangereuses et qu'il faut absolument les combattre. Alors justement, en parlant du MAC, hein, donc le MAC, c'est le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Hein, donc c'est ce soi-disant parti indépendantiste de la Kabylie qui est présidé, alors je crois que c'est toujours le cas, hein, je ne sais pas si ça a changé, mais par un type qui s'appelle Farhat Mhanni, qui vit en France depuis assez longtemps, je ne sais pas depuis quand, mais voilà, il vit en France depuis assez longtemps. Alors il y a quelques années, il a été pris dans une affaire hein, où apparemment il faisait des magouilles. Hein, voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce personnage et puis, oui, est-ce que ce Mac, indépendamment du berbérisme en lui-même, est-ce que ce Mac, il a vraiment des soutiens en Kabylie ou pas? Alors c'est très difficile à dire étant donné que justement, il n'y a pas de conversation ouverte sur le sujet, il n'y a pas de débat à la télé, il n'y a pas de sondage, etc. On peut se fier peut-être en quelque sorte à ce qui est fait et dit dans les réseaux sociaux. Il y a eu des manifestations d'envergure en Kabylie en faveur du MAC, il faut le reconnaître. Est-ce que elle serait, s'il devait y avoir un référendum, par exemple, ou une élection, est-ce qu'il aurait véritablement du succès et remporterait des élections? Honnêtement, je ne pourrais pas vous le dire. Je sais que certains diminuent son impact en disant non, 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 c'est complètement minoritaire, il n'a aucun poids, c'est faux. Il a un poids, son discours porte. D'autres, bien évidemment, les maquistes vous dire non, 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 si demain il y avait eu un référendum, il remporterait haut la main. C'est faux aussi, je ne pense pas. Je pense que pour plusieurs raisons, pour des raisons pragmatiques aussi, la Kabylie bénéficie, a plus d'avantages à faire partie de l'Algérie parce qu'elle a très peu de ressources, encore une fois. Donc il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté que beaucoup de Kabyles se sentent profondément algériens. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a des Kabyles qui ont absorbé complètement ce discours. Combien sont-ils? Honnêtement, je serais incapable de le dire parce que justement, il n'y a pas suffisamment d'outils à notre disposition pour établir un diagnostic de cette situation. Donc, je ne sais pas. Mais c'est marrant, vous parlez des magouilles, en fait, parce que Mohamed Bessaïd, qui était l'un des membres fondateurs euh, de l'Académie berbère, lui aussi avait été obligé de fuir la France. Pourquoi? Parce qu'il était un des berbéristes virulents, profondément arabe, profondément sioniste. Il avait écrit une lettre ouverte à Boumediene en lui reprochant son soutien à la cause palestinienne. Donc c'est dire, à l'époque, hein, c'était inconcevable encore. Hein. Et profondément sioniste, et il avait dû fuir la France donc au début des années 80. Pourquoi? Parce qu'il ramassait des fonds pour la cause
kabyle-berbériste. À l'époque, c'était plutôt kabyle. Et ben, il se remplissait les poches. Et donc, il a été poursuivi en justice par la France, d'ailleurs, et il a été obligé de fuir et il a fini ses jours en Angleterre. Donc, les magouilles des berbéristes n'ont pas commencé avec Farhat Mahani. Farhat Mahani est un personnage assez tragique, je vais dire. Et je vais lui donner ça va peut-être vous étonner, mais je vais lui donner un peu une circonstance atténuante. Moi, j'ai souvenir, en tout cas, je dis honnêtement, j'ai souvenir, tout début de quand on a eu en Algérie l'antenne parabolique, une émission où il passait à la télé. Donc, je ne sais pas si vous avez vécu un peu la même chose que moi, mais à l'époque, dès qu'il y avait un Algérien qui passait à la télé, etc., on se rassemblait tous, venez voir, il y a Flaine, il y a machin, il y a ça. Et donc, Farhat était invité à une émission et le présentateur lui dit, ah ben voilà, un chanteur kabyle. Et il le corrige et lui dit, non, non, je suis un chanteur algérien. Ce qui était très étonnant parce que Idil, en revanche, lui, ne corrigeait jamais. Il disait toujours kabyle, il mettait toujours en avant kabyle, etc. Et tout, lui avait corrigé. Donc, durant les années 90, il se déclarait encore algérien. Il a basculé, je pense, bon, lui prétend que c'est en 2001, mais c'est surtout, je pense, il a perdu un fils. Il a associé cette perte à son activité politique en prétendant que c'était les services algériens qui l'auraient puni, etc. C'est ce qu'il dit en tout cas. Ça l'a fait basculer dans un excès grotesque parce que quand bien même il pourrait avoir des reproches, quand bien même il pourrait... À l'époque, au début, au tout début du Max, c'était l'autonomie, puis c'est l'autodétermination, puis c'est devenu l'autonomie. Quand bien même son projet aurait pu être il aurait pu le défendre dans la légalité, en allant en Israël, en côtoyant des sionistes, etc. Là, il a complètement basculé dans un excès ridicule et aujourd'hui, c'est une figure véritablement clownesque qui a perdu toute crédibilité, qui est, qui est en fait un idiot utile qu'on brandit. La preuve, au lendemain du 7 octobre, il a manifesté avec tous les soldats, avec les sionistes pour manifester son soutien à Israël. Donc là, il a véritablement sombré dans la caricature. Et je pense que plus il va dans ce sens-là, plus il perd du soutien. Mais peut-être que lui perd du soutien de par ses excès, mais le projet en soi, peut-être lui survivra. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore en Algérie régler cette affaire de distinction, même en Algérie. Alors les Français, c'est sûr, combien de fois, moi, personnellement, je rencontre des Français et ils me disent, ah, tu es algérienne ou tu es kabyle? Combien de fois? Donc, c'est tellement fréquent. Mais le problème, c'est que même en Algérie, en quelque sorte, on a absorbé cela. Je peux vous donner un exemple. Il y a peut-être un an ou deux, il y a eu à la télévision algérienne, c'était un grand concert de musique. Alors, il va y avoir il va y avoir et ils ont annoncé cela en temps. Musique algérienne et kabyle. Télévision d'État. Donc, c'est dire que la distinction entre la Kabylie et l'Algérie, elle s'est infiltrée dangereusement dans beaucoup d'endroits. Et comme on n'a jamais abordé ce sujet, parce que c'est tellement tabou, parce que c'est tellement sensible, parce que dès que vous en parlez, on va vous lyncher médiatiquement, etc., comme ça a été le cas pour moi, parce que après la publication de Berbère de Sion, ça a été extrêmement virulent sur les réseaux sociaux, etc. Personne n'ose aborder ce sujet et donc on laisse la cocotte minute recouverte jusqu'à quand, je ne sais pas. En tout cas, c'est très, très dangereux parce que la cocotte minute, un jour, elle va éclater quand tu auras le bon ensemble de circonstances qui vont faire que, voilà, on va dire, l'étincelle va faire exploser cet environnement qui est rempli de gaz, hein. Alors, Absolument. est-ce que vous pouvez nous dire justement comment vos travaux sont reçus, hein, Berbère de Sion? Bon, je parlais de la censure tout à l'heure de l'ouvrage, il a été censuré en Algérie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand même, est-ce qu'il circule comme ça sur le montant en Algérie? Et puis, comment est-ce qu'ils sont en dehors de l'Algérie? Et puis, votre dernier ouvrage aussi, sa réception en Algérie et ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Et puis aussi, où est-ce que les gens peuvent suivre vos travaux? Berbère de Son, quand il est sorti, j'avais fait quelques interventions et là, ça avait explosé. Il y a eu une réaction extrêmement vive par rapport à ce que j'avais dit, positive dans un premier lieu, puisque j'avais enfin crevé l'abcès. Et puis ensuite négatif parce que j'ai eu droit donc aux retombées, aux attaques, au lynchage médiatique sur les réseaux sociaux. Je tiens à préciser, et j'en suis flattée d'ailleurs, que pas une personne ne m'a apporté la contradiction sur le contenu.
C'est-à-dire que le lynchage que j'ai subi, ça a été de me dire que j'ai un patronyme d'origine turque, ce qui est une vérité, comme des millions d'autres Algériens. Et comme ce titre, ça ne me permettait pas de parler d'un phénomène qui est proprement algérien, pour l'Algérienne que je suis. Alors, bizarrement, Gabriel Caen, Lyoté, Charles de Foucault, René Basset, Jacques Benet peuvent aborder le sujet du berbérisme, mais Hafsa Karam Sfa, une Algérienne de souche, n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'elle aurait des ancêtres ottomans. Bon, si c'est ça le seul argument, j'avoue que je m'en réjouis parce que personne n'a pu me dire tel chapitre, c'est une énormité, tu viens de dire quelque chose de ridicule, ça n'a pas été le cas. Personne ne m'a apporté la contradiction, donc je m'en réjouis. Les réactions, par contre, ont été très violentes, c'était très personnel, ça a été très bas souvent, ça a été très vulgaire, comme c'est malheureusement le cas. Surtout l'anonymat des réseaux sociaux, ça déchaîne les passions. Ça m'a attristé aussi de voir, et ça rejoint un peu votre question par rapport au rôle du berbérisme au sein de l'État. Sur ma page Facebook, parce que j'ai une page Facebook consacrée au livre Berbère de Sion, et il y a eu des commentaires de personnalités que j'ai reconnues, c'est-à-dire des personnalités qui étaient profs d'université, militants de partis comme le FFS ou RCD, hauts fonctionnaires dans les ministères, qui ont été aussi très virulents et qui ont sombré dans le même excès. Je suis turque, ou alors on me reprochait mon argument favori, c'est est-ce que tu sais que le Dey de Constantine a remis les clés? Parce que c'est moi apparemment qui aurais remis les clés. Quel rapport avec mon livre? Quel rapport avec le sujet? C'est-à-dire que quand c'est le seul argument que vous pouvez apporter, c'est dire que vous n'en avez pas. Donc voilà. Mais c'est aussi triste de voir que des personnes supposément intelligentes, instruites, intellectuelles, n'ont pas pu euh, argumenter de manière intelligente. Et en fait, compte, la publication de Berbère de Sion, tout ce que je disais a été confirmé par les réactions qui ont suivi sa publication. Mais absolument chaque étape, hein, chaque chapitre a été confirmé par la suite. Et donc, j'en m'en suis réjouie. Alors, le livre a été interdit au Salon international du livre. À ce jour, je n'ai pas de motif pour cette saisie, parce que le livre a été d'abord saisi, hein, puis interdit. Il était présent et il a été saisi par les douaniers. Et ensuite, il a été interdit. Il n'y a pas de motif, donc je ne connais pas et je ne suis pas véritablement chargée ni de la distribution ni rien, donc je ne sais pas. Je sais que bien évidemment, il circule en Algérie, qu'il a été vendu ça et là et tout, peut-être sous le manteau, oui, certainement. Mais je sais qu'il a fait énormément de bruit, qu'il a été très lu. Beaucoup de gens m'ont remercié pour ce que j'avais fait, pour avoir enfin crevé l'abcès. J'ai eu énormément de réactions positives de Kabyles qui m'ont dit vous venez de toucher un sujet extrêmement sensible, on dénonce là, mais on est isolé en Kabylie, dans cette voie de haine, dans cette vague de haine qui a pris beaucoup de gens. Et dès qu'on parle, on va nous traiter de KDS, Kabyle de service, ou de traître, etc. Et donc, on vous remercie parce que vous avez enfin mis le débat sur la table, qui était important. Donc, les réactions ont été positives, non, dans l'ensemble, même le lynchage, en fait, a été positif puisqu'il a démontré que l'on ne permettait pas le débat, que l'on ne tolérait pas le débat. Et ça rejoint d'ailleurs le lynchage que l'on voit aujourd'hui dès qu'une personne défend la Palestine, etc. Donc, encore une fois, c'est le parallèle. Pour celui-là, pour le dernier, donc, il est sorti tout récemment. Il est plus ou moins en vente depuis un mois à peu près, même pas. Donc, c'est très, très récent. Je n'ai pas encore véritablement d'écho par rapport aux réactions, donc je ne pourrais vous le dire. Mais c'est un livre dont je suis particulièrement fière parce que j'ai été très loin dans la recherche. Et aussi, j'ai voulu, peut-être contrairement à Berbère de Sion, pardon, essayer de m'extraire un peu. Parce que Berbère de Sion, je pense qu'il vise véritablement une audience algérienne. Donc, il faut être un peu quand même bien connaître le sujet pour le comprendre. Celui-là, j'ai essayé d'être un peu plus, donner un aspect un peu plus général pour que même ceux qui ne sont pas algériens, ne connaissent pas nécessairement le sujet du berbérisme, puissent comprendre vraiment le contexte global de la genèse de cette idéologie. Donc, j'ai fait un travail plus poussé encore et j'espère qu'il va être aussi apprécié parce que je pense, sans prétention aucune, que c'est quand même, pas celui-là, tous les livres, mais c'est un sujet qui a besoin d'être abordé et débattu ouvertement, absolument. Donc, j'espère qu'il poursuivra
qui permettra la poursuite du débat sur le sujet. Où est-ce que les personnes peuvent suivre je sais pas, votre actualité, vous avez une chaîne YouTube, je crois. Non, oui, j'avais une chaîne YouTube. J'avoue que je l'ai un peu abandonnée en faveur. J'interviens brièvement, régulièrement sur TikTok. Je me suis dit, on va se mettre à la page maintenant. Donc, en fait, à l'origine, j'avais ouvert justement pour parler de Berbère de Son. J'ai abandonné un peu la page. Et puis, avec ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, j'ai jugé qu'il était nécessaire de parler de la Palestine et d'utiliser tous les moyens possibles. Donc, je parle quasiment essentiellement de la Palestine sur TikTok. Mais j'aborde aussi depuis quelque temps le sujet de mon livre, où il y a d'ailleurs un lien, paradoxalement. Donc, je parle régulièrement de cela et je fais des interventions ça et là. Donc, quand vous googlez mon nom, vous allez trouver des interventions, voilà, je passe à la télé, la télévision ou à la radio, etc. Et en général, elles sont téléchargées sur le net.